j'expliquais que c'était PJ qui avait permis qui avait permis qu'on puisse être en contact et qu'on puisse enregistrer aujourd'hui. Et donc ça fait quelques semaines que j'ai enregistré avec PJ. Alors il y a quelques petites informations que j'ai oubliées, ou disons que ça a eu le temps de s'évaporer de mon esprit sur Bodytime, mais pas tant que ça. Mais je diffuserai les épisodes de l'un à la suite de l'autre, comme ça les gens ils pourront écouter. Et puis la semaine dernière c'est PJ, aujourd'hui Alex. Bienvenue Alex sur le podcast officiellement. Ça sera ravi de t'accueillir. Merci Jérôme, merci de m'accueillir. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. Bon, ça fait longtemps aussi, hein, parce que j'ai un pote qui va être très content d'entendre cet épisode aujourd'hui, parce que ça fait à peu près depuis peut-être la première année où j'ai lancé le podcast, qui arrête pas de me bassiner en me disant j'ai envie d'entendre des Bodytime, j'ai envie d'entendre des Bodytime. Bon, voilà, là les Bodytime aujourd'hui, Alex, on va l'entendre. J'ai préparé 2-3 petites questions. Comme d'habitude, je vais te laisser te présenter parce que t'as écouté un peu les podcasts, tu sais comment ça marche, tu te présentes et puis ensuite on rebondit. J'ai 2-3 trucs qui vont suivre. Ok. Eh ben écoute, je m'appelle Alexandre Villani. Je suis coach sportif de formation, diplômé universitaire, entrepreneur bien sûr, créateur de contenu sur ce thème-là, du coaching, du fitness, de la musculation depuis 2012, date où on a commencé YouTube avec PJ, mon associé, mon acolyte, mon ami, depuis la fac d'ailleurs. À côté de ça, je l'ai dit, je crois, je suis entrepreneur et père de famille. J'habite depuis peu à l'île Maurice et voilà. Je crois que c'était un bon petit résumé. Ouais. Alors t'as déménagé il y a pas si longtemps. Tu t'es séparé physiquement de ton acolyte, de ton associé. Ça te plaît l'île Maurice? Comment c'est là? Est-ce que t'es toujours dans la lune de miel? Écoute, moi je suis arrivé le 18 août, donc ça commence à faire un petit moment. Ça fait 3 mois là, 3 mois que je suis là. Donc je kiffe toujours autant. Alors là, tu vois, c'est exceptionnel, mais il pleut. Ça fait 2-3 jours, alors que c'est pas du tout la saison des pluies. Donc là, c'est pas paradisiaque, tu vois. Devant moi, je reste en débardeur, hein, j'ai les baies vitrées ouvertes devant moi. Et pour l'instant, en tout cas, je suis toujours en kiff sur cette île, sur le lifestyle que je peux avoir ici, le train de vie que je peux avoir ici, l'ensoleillement qu'il y a ici, les infrastructures entre guillemets qu'il y a ici qui me suffisent et qui me conviennent. Donc ouais, pour l'instant, comme tu dis, je suis encore en lune de miel. Ok, bon, tu me diras d'ici quelques semaines ou quelques mois si c'est toujours le cas. C'est toujours comme ça, on finit. Je crois que c'est 6 mois qu'on commence à voir les vrais côtés négatifs d'un endroit où on habite. Et souvent, ça dépasse pas les côtés positifs, hein, tu me diras. Donc c'est pas, y a pas forcément un regret, mais c'est intéressant. Est-ce que j'ai vu des côtés négatifs, hein, mais excuse-moi, j'ai vu des côtés négatifs, tu vois, mais pour l'instant, en tout cas, je suis toujours content du choix que j'ai fait. Ton choix. Est-ce que t'es parti une des premières questions, j'imagine, qu'on t'a posé, je vais te la poser parce que je suis curieux. Est-ce que t'es parti parce que t'as voulu sortir de la ville, de Paris? Je sais pas si exactement vous étiez en région parisienne ou si toi t'habitais personnellement en région parisienne, mais est-ce que t'as voulu sortir de tout ça parce que, je sais pas, les réseaux, l'influence, l'image, l'apparence, tout ça t'a gonflé et t'avais envie de te retrouver dans un endroit un petit peu perdu au milieu de nulle part? C'est à peu près quoi. Alors moi, je suis de Grenoble, j'ai grandi à Grenoble et j'habitais à Grenoble jusqu'à avant de venir ici. PJ, lui, à Lyon, on a notre société, oui. Nos entrepôts, nos bureaux à Lyon. Je sais pas pourquoi je bégaye, mais donc non, moi c'est pas quelque chose qui m'a vraiment gêné. En tout cas, dans la vie de tous les jours, ça me gêne pas du tout. Maintenant, les réseaux, j'y suis autant que j'y étais quand j'étais en France. C'est plus peut-être les réseaux à un moment donné, il faut un peu faire la séparation entre la vraie vie et les réseaux, mais je pense que même en France, je le faisais déjà assez bien. C'est plus le climat ambiant qui m'avait gonflé, tu vois, en France. C'est plus, même si je regarde pas la télé, les médias, le bourrage de crâne, vraiment ça me gonfle, tu vois, que d'être pris pour un teubé ou pour un mouton. J'aime beaucoup la France, je suis français, je suis aussi italien, je suis aussi algérien, j'ai une triple nationalité,
Donc je me sens autant italien que algérien que français, mais j'ai une affection quand même particulière pour la France parce que j'y ai grandi, j'y suis né, et que c'est un beau pays. Mes amis, ma famille y sont. J'ai vécu des choses extraordinaires en France, mais au lieu de me plaindre sur, on va dire, sur un lifestyle qui me plaît plus, ou alors une ambiance plutôt qui me plaît plus, bah, j'ai préféré bouger. Et surtout, j'avais aussi envie de voir d'autres choses, d'autres cultures, et que mes enfants connaissent d'autres choses, d'autres cultures, et qu'ils soient dans un environnement un peu plus, entre guillemets, doux, pas que pour la météo, mais aussi au niveau de, oui, social, ouais. Bah, tu vois, de la vie sociale, tout simplement. Toi, pour toi, en termes de fiscalité, ça change rien, là? Si, bien sûr. Bien sûr que ça change. Fiscalité. C'était aussi un point important. Ok. Non, mais parce que j'aurais pensé, body Maurice time. n'est pas français. Ok, Maurice n'est pas français. Donc, oui, ta fiscalité perso change. Celle de body time ne change pas. Elle est toujours en France, j'imagine. Alors oui, la plupart de la fiscalité de body time est en France. Mais il y a une partie qui est ici parce que on a monté une société avec PJ ici même, qu'il y a des activités qui se font d'ici. Donc il y a une partie de la fiscalité qui se fait ici, mais bien sûr que une grosse partie est restée en France. J'ai toujours la société en France avec PJ. Je suis toujours citoyen français. Je suis associé à 50% sur la société en France. Il est associé à 50% sur la société ici. Donc si j'en bénéficie en partie à titre professionnel et totalement, enfin pas totalement parce que j'ai des biens immobiliers en France, mais en tout cas sur mes revenus, je vais payer des impôts à Maurice, quoi. Ok. On te l'a reproché un peu ça, t'as senti quand t'as annoncé que tu partais, on s'est dit tiens ça y est il s'expatrie, il veut plus payer d'impôts, il fait le salaud, il a gagné de l'argent, ça fait 10 ans qu'il a construit un truc, il a gagné de l'argent mais maintenant il se casse avec. Bah justement, ça fait 10 ans que je contribue énormément à la société française. Je pense que j'y ai assez contribué pour un bon moment et plusieurs générations. Bon, j'exagère bien sûr, mais en fait, je pense que nous, entre guillemets, on a un public qui s'est écrémé, entre guillemets, avec le temps, qui a compris aussi notre lifestyle, notre façon de voir les choses. Je pense pas qu'on soit des gens pas solidaires de base, au contraire. On n'est pas des anarchistes ou des capitalistes à fond, tu vois. Donc vraiment on s'est jamais caché d'être des entrepreneurs, on s'est jamais caché de vouloir un train de vie plaisant pour nous et nos familles, pouvoir avoir des libertés, etc. J'ai entrepris en France, j'entreprends toujours en France. Je continuerai même dans le futur à entreprendre en France et il y a d'autres projets même en France qui arriveront, mais je pense que nos followers, les gens qui nous suivent, tout ça, c'est pas quelque chose qui nous reprocherait, tu vois, vraiment pas. Encore une fois, c'est pas comme quelqu'un qui explose du jour au lendemain sur les réseaux. Nous, on s'est construit une audience petit à petit, au fur et à mesure du temps, et je pense que c'est des gens qui plus ou moins nous ressemblent et comprennent tout à fait les choix. Et encore une fois, la fiscalité, je le dis parce que je suis honnête. Ça a pesé dans la balance, tu vois. Oui, ça joue dans la balance. Sinon, j'aurais pu partir aussi. Ça joue dans la balance. J'aurais pu partir à la Réunion, mais j'aurais bénéficié d'une fiscalité totalement française. J'aurais peut-être pu choisir, d'autres pays, mais dans mes critères, je regardais quand même un endroit où il y avait une fiscalité pas trop écrasante, parce que ça nous est arrivé de travailler énormément, de faire des très gros chiffres. Et au final, ces chiffres-là servaient à payer tout le monde, servaient à payer des impôts. Et voilà, à un moment donné, je veux dire, l'argent ne tombe pas du ciel et on a travaillé dur pour avoir tout ce qu'on a eu et tout ce qu'on a actuellement. On travaille toujours très dur, même si c'est pas ce qu'on montre sur les réseaux. Tu vois, sur les réseaux, t'es là pour donner de la motivation, t'es là pour inspirer les gens. T'es pas là pour montrer quand tu vas te coucher super tard parce que tu dois terminer des trucs sur l'ordi, te lever super tôt, etc. Surtout que à côté, on n'est pas juste entrepreneur, on est père de famille, on a tous les deux enfants. Et le but, c'est de passer aussi un maximum de temps avec nos enfants. Et le vrai luxe, c'est d'avoir du temps, tu vois. Donc
c'est ce qu'on recherche en tout cas plus que tout. Moi, c'est ce que je recherche plus que tout, c'est de travailler dur, mais d'avoir du temps libre pour mes enfants, pour ma famille, pour kiffer, tout simplement. Ok, j'ai pas trop discuté chiffres avec PJ parce qu'on a parlé de plein de choses et puis j'ai pas poussé le bout. Il me semble que en plus vous êtes pas du tout, et il le dit à la fin de l'épisode d'ailleurs, il le dit que vous êtes pas du tout secret, vous êtes pas, il y a ce côté entrepreneur, vous l'avez toujours revendiqué. Et puis est-ce que tu serais à l'aise de nous dire combien a fait un Body Time en chiffre d'affaires sur la plus grosse année par exemple, pour qu'on ait une idée de ce que les deux plus gros les deux plus gros du fitness ont fait? Bah, ça a pu monter à 1,2 million en chiffre d'affaires. Voilà. Après, ça a tourné souvent autour d'1 million, entre 800 000 et 1 million d'euros. Ok, bon, merci pour ta transparence. C'est mon podcast business ni fiscalité, donc de toute façon on va passer, hein, mais je pense qu'il y en a qui se posent la question. Je pense qu'on est loin d'avoir le meilleur ratio en termes de visibilité et de vente, parce que même si c'est l'image qu'on peut véhiculer de businessman ou d'entrepreneur, on est loin d'être des marketeurs de base. Tu vois, on est loin d'être des gars qui faisons tout pour le marketing. Alors oui, on fait la promotion de nos produits, mais je veux dire, il y a des mecs qui, avec une communauté beaucoup plus faible, arrivent à des chiffres qui sont très proches des nôtres, et même font plus, parce que justement c'est des très bons marketeurs, parce que ils optimisent tout, etc. Ce qui n'est pas encore notre cas. Mais est-ce que c'est voulu ça, d'y aller un peu tranquille sur le marketing? Parce que tu vois, j'ai discuté avec des gens récemment qui se sont entourés de marketeurs et de copywriters. Bon, je dirais pas qui c'est parce que personne m'a pas donné forcément l'autorisation d'en parler, et qui m'a dit voilà, il y a eu un marketing très agressif sur mon audience, sur ma base, sur ma liste, et donc bon voilà, on va pas retravailler ensemble de toute façon avec cette personne-là, parce que moi je tiens à garder quand même mon audience intègre, à pas la marteler de mails, de tout ça pour essayer de lui vendre à tout prix des programmes. Et c'est un vœu de sa part de ne pas trop être bourrin, tu vois, de pas être trop agressif. Est-ce que vous c'est la même chose? Ouais, ça a pu nous arriver aussi, parce que à un moment donné, justement, tu veux entre guillemets avoir les mêmes taux de rentabilité qu'un tel ou un tel, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y a personne qui connaît mieux notre audience que nous, et notre audience, c'est pas une audience de teubés, et je pense que on serait les meilleurs en fait pour faire notre propre marketing, parce qu'on connaît vraiment nos produits, on connaît vraiment notre audience, et on se connaît vraiment nous-mêmes. On sait ce qu'on a envie de dire, on sait ce qu'on a envie de faire, et je pense que de toute manière, quand tu veux perdurer, quand tu veux garder ton audience, comme l'a dit celui dont tu parles là, faut pas les harceler de pub, et puis il faut faire ton contenu, faut fournir, faut donner. C'est toujours ce qu'on a conseillé aux gens, nous, qui voulaient vivre des réseaux, c'était déjà fournir du contenu, donne de la valeur gratuitement avant de vouloir faire de l'oseille. Les gens sont pas teubés, et le but c'est pas de faire du one shot, de faire des gros lancements et puis derrière d'avoir une mauvaise image ou quoi que ce soit, tu vois. Donc on essaie vraiment de plus en plus, en tout cas, même si il y a des moments où on a dû prendre une équipe ou une autre équipe, qui a pu être un peu plus dans le marketing pur, mais en vrai, ça a jamais été incroyable les retombées. Et puis, alors, vous avez toujours fait passer le lifestyle un peu en priorité aussi par rapport à comment vous avez aussi présenté qui vous étiez, ce que vous vendiez, les programmes. Ça a jamais été des trucs très très précis pour devenir bodybuilder, pour faire de la compétition, pour avoir des physiques. Alors je me souviens, c'était ta mère te reconnaîtra pas. Il y avait quand même des punchlines qui étaient pas mal. Programme Wolf, même ta mère te reconnaîtra pas. Je me souviens, j'avais pu passer ça sur des pubs il y a je sais pas moi, il y a entre 5, 6, 7 ans, je sais plus. Et je m'étais dit tiens, celle-là elle est pas mal. J'ai regardé un peu, je te disais tout à l'heure, votre vlog quand vous étiez venu à Bali ici, et
et je la regarde un peu avec le recul comme ça. Alors c'est marrant parce que je disais que la salle où vous étiez entraîné, c'est une salle qui aujourd'hui je suis à 500 mètres de là, donc la salle n'a pas trop changé sur la vidéo. Mais ce que je me suis dit, c'est ces mecs ont quand même réussi une espèce de prouesse, c'est de vivre de leur lifestyle et en même temps que leur lifestyle soit dû à ce qu'ils font. Tu vois, il y a une espèce de truc, de cercle où en fait vous avez voyagé et en voyageant vous montrez un lifestyle où vous allez vous entraîner dans les salles de sport et puis ça vous le filmiez et puis ça vous permettait de créer du contenu et en même temps de continuer, j'imagine, à vendre des programmes qui vous permettaient de revoyager. Il y a une espèce de boucle comme ça qui s'est fait et en prenant du recul, je me suis dit est-ce que c'est pas une période complètement révolue parce qu'aujourd'hui tu peux plus faire ça. Quelqu'un qui démarre de rien, ou en démarrant de rien, ou en démarrant de pas grand chose. Parce que si tu fais ça aujourd'hui, pour exploser sur YouTube, c'est quasiment impossible de démarrer par du vlog, par du lifestyle. Il y en a trop il y en a trop qui l'ont fait, donc ça marchera plus. Est-ce que tu as la sensation des fois de t'être dit on était là au bon moment, au bon endroit, avec le bon contenu, et on a eu la chance de pouvoir avoir cette vie-là? Écoute, c'est vrai que je pense que sur le vlog, en tout cas, on a été précurseur dans le milieu du fitness parce que c'était un truc de youtubeuse beauté, tu vois, avant d'être un truc complètement large et ouvert. Maintenant, tout le monde fait des vlogs, les infopreneurs, tout type de mecs qui font du contenu peuvent faire des vlogs. À partir du moment où en fait t'as une personnalité publique et les gens commencent à te suivre et à aimer, je pense que voilà, on l'a toujours un petit peu montré, même quand on voyageait pas en fait, on montrait notre train de vie, parce que pour nous, à un moment donné, on s'est dit la meilleure manière d'inspirer les gens, c'est de leur montrer, et la meilleure manière d'apprendre des choses aux gens, c'est qu'ils nous voient les faire, parce qu'en fait, on se rendait compte que des vidéos où t'expliquais l'importance de tel complément, ou alors pourquoi fallait manger ça, ou pourquoi cet exercice il était intéressant, ça passait beaucoup moins, l'information elle passait beaucoup moins bien que quand tu le faisais toi-même dans un vlog et que tu lançais une petite info en disant voilà, ça les gars, je le fais pas pour ça je le fais pour ci, là je vais prendre tel complément et depuis que je le prends, je ressens ça et je vous conseille de faire comme ci, comme ça. Et en fait, tu te vois que tu t'entraînes et puis, nous on a toujours été des gars aussi, on voulait montrer la réalité des choses et on voulait montrer que la musculation c'était pas un truc d'extrémiste, ultra rigoureux sur une diète au gramme près, qui passe sa vie à la salle, qui a rien d'autre dans la vie que la musculation. Et en fait, c'était vraiment ça qu'on voulait montrer aux gens. Et notre but, ça a toujours été de démocratiser la muscu et de rendre ça mainstream. Parce que nous-mêmes, on n'est pas, comme tu dis, des athlètes ou des préparateurs bodybuilding, parce que ça nous intéresse pas. On n'est pas dans la force athlétique, on n'est pas dans le street workout, on n'est pas dans le crossfit, mais on n'a rien contre tout ça, et tout ça, c'est des pratiques qui tournent autour de la musculation, et nous, notre truc, c'est la musculation, le lifestyle, le développement physique, de la force, de l'esthétisme, du kiff, tu vois, pouvoir se faire plaisir, pouvoir manger, et en fait, tout ça, bien sûr qu'on s'est vite rendu compte que c'était plus attrayant si on bougeait, si on faisait un peu des activités qui sortaient de l'ordinaire, si on était dans des lieux un peu plus cool, tu vois. Et puis en fait, nous tout simplement, étant jeunes, on vendait des programmes en ligne, on travaillait en ligne. Je dis mais pourquoi on reste coincé? On peut travailler d'où on veut. Donc en fait, tous ces voyages qu'on faisait, c'était pas spécialement pour montrer non plus qu'on voyageait, qu'on faisait le tour du monde. C'était parce que nous, on kiffait ça. Et qu'on avait la possibilité de le faire parce qu'on vendait des programmes en ligne et qu'en fait, rien ne nous bloquait. Il suffisait qu'on ait une connexion Internet et puis derrière, tu réfléchis et tu essaies de rentabiliser les kiffs, tu vois. Nous, ça a toujours été un truc ultra important. C'est vas-y, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on le rentabilise? Donc, un voyage, ça coûte cher. Ok, je vais produire du contenu, je vais inspirer les gens. Ça va les motiver à nous rejoindre. En même temps, je vais montrer un peu les programmes que je vends. Et en fait, ça a été un cercle vertueux. Et oui, comme tu dis, les vlogs, c'est compliqué. Mais moi, je vois des gens, peut-être que, je sais pas si tu suis beaucoup les vlogueurs, tout ça, mais moi, je vois des gens, encore maintenant, qui arrivent à sortir leur épingle du jeu dans les vlogs, qui arrivent à exploser en faisant vraiment pratiquement que du vlog. Même parfois, tu te demandes, mais
ils monétisent comment, tu vois. Et tu penses à qui? Et après, bon, oui, nous, il faudrait que je retrouve les noms parce que je t'avoue que, en fait, moi, je suis pas un consommateur de vlog, mais j'ai un cousin à moi qui regarde de ouf et qui m'envoie souvent, ah, regarde lui, nouveau vlogueur, etc. Et si on remonte un petit peu, tu prends une meuf comme, merde, comment elle s'appelle? La meuf de Seb Lafrite. Elle s'appelle comment? Léna Situation. Léna Situation. Léna Situation, il me semble que c'est du vlog qui l'a fait exploser. Et, ouais. Et tu vois, et c'est du vlog 2.0, elle a su réinventer le truc, tout ça. Et moi, je pense pas que ce soit mort. Je pense que, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Moi, tu vois, je fais des vlogs, j'en fais encore régulièrement, qui marchent bien, avec toujours du nouveau public qui arrive. Et c'est un public aussi qui évolue, tu vois. Enfin, quand t'es un vlogueur de 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'est des gros consommateurs de vidéos. Moi, quand je fais un vlog papa musclé, j'ai beaucoup de mecs de plus de 25 ans qui vont écouter, pas mal de pères de famille. Donc, c'est des gens qui vont le regarder quand ils ont le temps, tout ça. Moi, j'ai vu surtout cette différence-là. C'est qu'avant, on avait des vidéos qui montaient très, très vite, puis qui stagnaient. Et maintenant, on a des vidéos, en fait, qui, même si parfois elles vont faire les mêmes performances qu'à l'époque, elles mettent beaucoup plus de temps à monter parce que on n'a plus le même âge. Donc, le public aussi qui nous regarde, il a plus le même âge. Et puis, bien sûr, c'est plus que boîte de nuit, fête, cheat meal, muscu, cabriolet, tu vois. C'est aussi le lifestyle a changé. L'image qui a changé, quoi. Ouais. Mais voilà, mais c'est toujours le vrai lifestyle. Ouais. Alors, vous avez excuse-moi, je vais brancher mon ordi. Ouais, parce que sinon ça va couper. Du coup, faut que je me déplace un peu. Moi, je pense que ça gêne pas. Vas-y, c'est pas grave. Non, je couperai pas parce que je fais pas de coupure. Tu fais pas? Je fais pas de coupure sur les podcasts. Il y a pas besoin. Oui, non, mais c'est pas grave. De toute façon, au pire, je peux meubler. Sachez que vous pouvez écouter ce podcast si vous êtes sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Castbox. Enfin, je sais pas, j'en loupe plein. Mais les principaux, Spotify et Apple Podcast, les podcasts sont disponibles en audio. Voilà. Et c'est plutôt sympa d'aller écouter là-bas parce que les statistiques sont plus intéressantes pour moi et c'est un levier de croissance qui est différent de YouTube. Mais la chaîne YouTube a beaucoup pris là ces derniers temps. Bon, avec des invités aussi qui ont su aller chercher des audiences, comme ce qu'on parlait un petit peu en privé. Mais bon, voilà. Bref. Donc, alors rendre mainstream le fitness, c'est intéressant cette histoire-là parce que finalement c'est la meilleure façon de d'amener votre truc au plus haut, quoi, d'aller chercher de nouveaux publics, tout ça. Est-ce que tu penses, question comme ça, que si vous aviez pas été là, le fitness en France serait devenu ce qu'il est devenu? Et franchement, tu peux me faire une preuve de narcissisme ou d'ultra confiance. Tu peux me dire, oui, je pense qu'on y est vraiment pour quelque chose. Si on n'avait pas été là, ça aurait pas été la même. Évidemment, il n'y avait pas que vous. Je pense à Thibaut InShape, forcément, tu vois. Et puis, je sais pas qui c'est qu'il y avait d'autres. Bien sûr. Il y avait Rudy, peut-être il y avait Nassim. Mais quand même, Body Time, c'était Body Time, quoi. C'était un peu les rois du fitness. Si vous n'aviez pas été là, est-ce que le monde aurait été radicalement différent? Le monde, je pense pas. Mais le fitness français, ouais, un petit peu, je pense, bien sûr. Je pense qu'on a eu une grosse influence sur l'évolution du fitness français. Et maintenant, bien sûr qu'il y a énormément de créateurs de contenu, que ça s'est mondialisé. Mais à un moment donné, on a fait du contenu, on faisait... le fitness n'avait pas une grosse part du gâteau comme ce qu'il y a là actuellement. Et on faisait du contenu qui intéressait énormément de monde. On faisait plus de vues que la plupart des Américains. Et je pense pas que à l'heure d'aujourd'hui ça aurait été complètement différent, loin de là. Mais je pense que oui, on a eu un impact en tout cas sur une génération. Et je pense que voilà, on a su aussi perdurer parce que il y en a eu plein depuis 2012-2013 qui sont arrivés, qu'on voit plus, et puis il y a toujours le nouveau mec qui est à la mode,
qui a son moment de gloire et qui après derrière continue soit à être régulier, à réussir à tenir son audience, à continuer de faire ses contenus. Et il y a ceux qui arrêtent, ceux qui disparaissent ou ceux qui marchent plus, quoi. Donc je pense que voilà, on a su, comme tu l'as dit, trouver le bon filon au bon moment. En même temps, on avait testé tellement de choses qu'à un moment donné, je pense que quand tu travailles beaucoup, t'y arrives, quoi qu'il arrive. Hein. C'est fini, ouais. Ouais, tu finis toujours par trouver le truc qui fonctionne. Mais je pense que le plus dur, c'est de perdurer. Le plus dur, c'est d'être un créateur de contenu qui arrive à se renouveler, de prendre des risques. C'est vraiment ça le plus dur pour moi, c'est de tenir sur la longueur. Donc, je pense que c'est ça le plus gros pari qu'on a réussi. Après, oui, influencer le fitness, on l'a fait. Maintenant, te dire que ça aurait été différent aujourd'hui, non, je pense pas. Bon, de toute façon, on peut toujours faire des théories, on pourra jamais savoir, mais et sur cette capacité à toujours à rester là, à se renouveler. J'avais dit à PJ justement, yes. Moi ce que je trouve assez fou sur votre contenu finalement, c'est que vous êtes là depuis donc 2012, ça fait plus de 10 ans, et les formats que vous avez mis en place, les formats que vous avez sortis, vous avez toujours réussi à garder ou être dans plus ou moins la tendance. Alors certains vont amener la critique en disant il reste dans la tendance. Ben oui, mais bon, à un moment donné, si tu ne fais plus de tendance et que tu ne fais plus ce qui marche, tu ne marches plus, tu vois. Donc en fait, c'est quand tu fais ce qui marche, les gens te reprochent de faire ce qui march. Et ben si jamais tu le faisais plus, ils diront ben regarde, ils sont plus là. Donc faut savoir quoi. Mais vous avez toujours adapté votre contenu. Alors il y a eu les vlogs, il y a eu la partie. Alors au tout début, moi j'avais regardé un peu la chaîne, j'avais fouillé. C'était les explications face caméra sur des trucs très précis qui aujourd'hui ne marcheraient plus du tout parce que c'est bon, tout le monde sait, tout le monde connaît tout ça, ou en tout cas plus personne n'a envie de l'entendre comme ça devant un écran. Ensuite il y a eu les vlogs un petit peu, et là on va dire plus récemment vous êtes adapté sur des formats alors un peu plus, il y a du vlog toujours, il y a aussi les chat and mail que vous faites où vous recevez des gens. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus tu vois, tendance actuelle. Quelqu'un qui est très fort, et je trouve qu'il représente beaucoup la tendance actuelle sur le côté fitness santé, c'est Najib, NajBFit, que je connais bien ici puisque je le vois régulièrement et que vous avez fait un épisode avec lui. Et je trouve qu'il est là où il est très bon, c'est que il amène un format qui n'est pas du vlog, qui n'est pas ce que vous faisiez, enfin ce qui n'est pas ce que vous avez fait. C'est un peu nouveau, c'est de l'analyse, de l'actualité, de la remarque, toujours en nuance. Et moi j'étais surpris, tu vois. Je termine ma question, mais nuance et bienveillance. Et moi j'étais surpris de me dire c'est incroyable que ce contenu puisse marcher à l'ère où tout le monde essaye de créer de la provocation, essaye de cliver pour ramener de l'attention sur soi. Lui, certes, il a des sujets porteurs, mais en fait dans son contenu, il est extrêmement nuancé, il est équilibré, il est bienveillant également. Et finalement, ça marche tout autant, tu vois. Est-ce que toi ça te parle? Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit tiens, on va essayer de provoquer un peu, on va essayer de cliver, ou alors on va toujours rester dans la nuance? Comment vous avez perçu un petit peu cette image-là dans ce monde, Moi, je te rejoins tout à fait. Fitness, hein. Moi, je te rejoins tout à fait sur la chaîne de Nage. Je pense qu'il a trouvé un concept un peu sur justement réaction au sujet de société. Voilà, je pense que aussi lui-même se bride un peu parce que il nuance justement. Oui. Je pense que c'est très bien de le faire. Je pense qu'il se bride un peu aussi et il essaie de froisser personne. Nous, c'est enfin en tout cas les sujets de société qui touchent au sport, c'est quelque chose qui nous branche aussi depuis un moment, mais pas sur ce format-là, pas sur un format enregistré. Il est très bon. Je pense qu'il écrit aussi pas mal de trucs. Il a des super références. La vidéo elle est dynamique. Il la présente très bien. Il est très malin. Je pense que il choisit bien ses thèmes, bien ses titres, bien ses vignettes. Je pense que il a bien travaillé son truc et il s'est trouvé. Je pense qu'il s'est trouvé, il a trouvé son truc. Ça fait un moment, ça fait longtemps qu'il est sur les réseaux. Et je pense que là vraiment il a trouvé son truc et c'est super cool pour lui. Moi demain, c'est pas demain, ça fait un moment que c'est prévu, mais voilà, on a une émission qui va sortir avec PJ et qu'on veut faire en live.
pour plein de raisons, tu vois. Et je pense qu'il y aura sur Twitch, bien sûr. Je pense qu'il y aura les highlights sur YouTube, mais par contre, ça va être beaucoup moins nuancé que le contenu de Nage, dans le sens où ça sera une émission où tu écoutes un gars qui te donne son avis comme il donne son avis à son pote à côté de lui, sans penser à qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que ça va être bien pris, est-ce que ça va froisser un tel ou un tel, vraiment ce qu'on pense, tu vois. Je pense que voilà, on a fait le tour on n'a jamais clashé personne ou été malveillant ou quoi que ce soit, c'est pas le but, hein. Si à un moment donné mon point de vue il est nuancé, je serai jamais clivant pour être percutant et soit rassembler, soit diviser et faire augmenter l'audience. Parce que c'est typiquement ce qui se fait actuellement, tu vois. Quand tu parles de tendance, là la tendance elle est au clivage, tu vois, à être ultra extrême dans ses propos, etc. Dans tous les sens d'ailleurs. Moi c'est pas du tout mon concept du truc. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai un avis nuancé, mais j'ai un avis clair et net quand même. Je sais ce que je pense et voilà. Donc ça sera, c'est pour ça que ça sera en live. Comme ça, il n'y a pas quand tu te regardes après, non, mais je vais couper cette phrase, non, mais ça au montage, non, mais si. Ça sera comme ça, nature, et il y aura des invités, ça sera un format très long, qui sortira, sur YouTube en highlight, sur Twitch en direct, et sûrement, en podcast, parce que maintenant que je consomme des podcasts, je me dis que ça serait bien d'en faire un aussi. Bon, très bien, on suivra ça. Franchement, je me suis perdu, je me rappelle plus ce que c'était la question, mais j'espère que j'y réponds. Non, elle était sur ça, elle était sur le fait que vous aviez essayé aussi de faire attention à de respecter une neutralité ou quoi. Donc, t'es en train de me dire que si vous l'avez fait dans le passé, peut-être que désormais vous allez donner un petit peu plus de votre vraie pensée. Alors, 11 ans que vous êtes là, ça fait quoi? Je suis obligé de te poser la question. C'était une des premières que je me suis dit qu'il fallait que je te demande quand même. Et tu vois, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. On va parler d'autre chose. Ça fait quoi d'être probablement le physique le plus balèze du fitness français? Oh, le plus balèze, je pense pas, loin de là. Mais dans les naturels, je suis plutôt bien. Moi, j'ai souvent... j'ai fait une vidéo récemment parce que c'est vrai que tu sais, j'aime pas la fausse humilité, tu vois, je l'ai entendu quand même assez souvent que pour pas mal de jeunes, j'avais un physique inspirant et qui pourrait être un des meilleurs du fit game en naturel, je précise bien. Donc c'est super flattant, tu vois, flatteur. C'est super flatteur, mais je travaille je sais que je fournis les efforts je me suis toujours entraîné dur, je mange bien, j'ai un bon lifestyle, je dors bien. Donc je pense que c'est mérité tout simplement. Et après en fait, il y en a plein des gars qui sont super esthétiques. Et il y a plein de trucs qui entrent en jeu, tu vois, dans l'inconscient des gens. Il y a aussi le fait qu'ils t'aiment bien, il y a l'affect qui rentre en jeu, il y a je sais pas, il y a le même physique peut-être tout blanc. Il rendrait un peu moins bien, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que les mecs qui se mettent du tan, tu vois, ça fait ressortir un petit peu les dessins musculaires. Je sais pas, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, tu sais. Je pense que voilà, des mecs esthétiques, j'en connais plein, des plus esthétiques que moi, j'en connais aussi. Après, le fit game, ça reste un truc où tu compares des mecs qui font du contenu et qui ont entre guillemets une certaine audience. Donc c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. On n'est pas 200 000 quoi. Mais d'une manière générale, c'est flatteur, comme je disais, tu vois. Après, c'est pas quelque chose... tu vois, je suis encore plus flatté quand les gens sont inspirés par la manière dont je suis avec mes enfants, j'ai mené ma vie, j'ai pris des risques dans plein de trucs, tu vois, que mon physique. Mais à combien tu jugerais, en pourcentage, la part de génétique de la part de travail? Juste comme ça, curiosité. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Je pense qu'elle joue une assez grande part dans l'esthétisme, sachant que l'esthétisme c'est un truc qui est subjectif, tu vois.
Et pour certaines personnes, ils vont me trouver certains défauts que d'autres vont trouver des qualités. Enfin, je sais pas. C'est vraiment très compliqué. Mais je pense que il y a quand même un consensus. A quand même une grosse part. A quand même une grosse part dans l'esthétisme, mais quand même beaucoup moins, je pense, dans le volume musculaire et le taux de masse grasse. Tu vois, je veux dire, si t'as les épaules basses, si t'as des insertions qui sont pas super avantageuses, bah tu seras moins esthétique. Donc si tu parles de cet esthétisme-là, des lignes, des proportions, de la symétrie, etc. Alors oui, la génétique a une énorme part, tu vois. Si tu prends juste masse sèche, elle en a moins, tu vois. Mais si je vais te dire un pourcentage, il veut tout et rien dire, mais je dirais au moins 50%, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas pour avoir un chiffre, c'est effectivement, ça veut rien dire. Surtout, quelle est la part de génétique à aimer s'entraîner ou à avoir de la volonté, tu vois. Ça aussi, c'est un truc qui est un peu sous-estimé. C'est que de plus en plus, on se rend compte que la volonté, la capacité de faire et même l'intelligence a beaucoup plus de part génétique qu'on veut nous faire croire. Alors, c'est assez fataliste, mais bon, c'est fataliste. J'entends ça. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, et si tu t'arrêtes à ça, je dis pas que c'est ton cas, hein, loin de là, hein, mais les gens, en fait, ils commencent à se trouver des excuses de génétique, de j'ai pas de chance, de ceci, de cela. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. C'est, à un moment donné, bah, t'es grand, t'es petit, t'es moche, t'es beau, bah, fais avec ce que t'as, essaye de t'améliorer, d'être la meilleure version de toi-même. Il y a bien des trucs dans lesquels tu vas être bon. Essaye de les développer un maximum, essaye de travailler tes points faibles, et surtout ne te lamente pas sur ton sort, tu vois. Voilà, je veux dire, c'est génétiquement, enfin, moi je pense que des personnes réellement bêtes, il y en a pas énormément, tu vois. Réellement, bien sûr, je pense que l'intelligence, il y a une grande part de génétique, mais des teubés vraiment profonds, je pense qu'il y en a peu. Par contre, des gens très cons et inculte et feignant, il y en a à l'appel et de plus en plus. Et je pense que le vrai problème, il vient de là. Après, est-ce que le goût de l'effort, c'est quelque chose que t'acquiers ou qui est génétique? Est-ce qu'il y a, bien sûr, il doit y avoir une part des deux. Mais pour moi, les gens sous-estiment aussi beaucoup le travail et la faculté à pouvoir modifier, à pouvoir se modeler, que ce soit mentalement, physiquement. Enfin voilà. Ouais. Ouais, effectivement, c'est difficile à savoir tout ça parce que quand tu te dis ça, ben tu te brides, donc c'est un peu les prophéties autoréalisatrices. Hein. On m'a dit que je pouvais pas, donc je fais pas, donc effectivement je peux pas. Bon, ben on est bien avancé. Et en même temps, tu vois, on a tous des exemples. Ouais, je bois un verre d'eau, je prends du poids, tu vois. On les a tous entendus ces phrases. Bien sûr que génétiquement parlant, bah il y a des gens qui sont beaucoup plus gâtés que d'autres, mais bah tu vois, ouais, j'ai un mauvais métabolisme. Bon, on sait que le métabolisme c'est quelque chose que tu peux travailler. Bien sûr, il y a une grosse part de génétique, mais quand tu peux rien y faire, fais avec ce que t'as, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Ouais. Puis il faut pas non plus se laisser brider par ça inconsciemment non plus, parce que tu vois, on a tous des exemples. Et moi, le premier, je me rappelle d'un truc précis où tu vois, j'ai développé, bon, je parle de mon cas parce que c'est l'exemple qui me vient, mais j'ai développé à un moment clé dans ma vie, j'avais un peu moins de 27 ans, enfin j'avais 27 ans en réalité, j'ai commencé à développer un espèce de truc sur la productivité, le bon sens, le bon sens, alors pas le temps, le discernement, mais l'attitude. Et avec les livres que j'ai lus, avec les expériences que j'ai traversées, et je suis passé entre guillemets de celui qui était un peu pas un gros bosseur, tu vois, à quelqu'un qui met le travail, la discipline et au numéro 1 et qui arrive. Et tu vois, et quelques années plus tard, j'avais des gens qui me demandaient non mais attends, toi t'as du mental, toi t'as toujours réussi à faire ça. Et je dis ben non, j'ai pas toujours réussi à faire ça. Après on peut se dire mais est-ce que c'était pas enfoui en moi et je l'ai révélé à un certain moment, tu vois. C'est pour ça qui est dur à savoir. Non, moi je pense qu'on l'a tous alors enfoui en nous à un moment donné, et il faut le révéler. Et c'est aussi pour ça que
nous, on a toujours mis un point d'honneur à inspirer les gens, à montrer le côté positif et montrer que c'était possible, etc. Et moi, je suis pas du genre de ceux qui disent oui, mais faut montrer que aussi c'est pas tout rose chez tout le monde, que aussi c'est pas. Moi, je suis plus pour. En tout cas, moi, hein, parce que aussi je suis le genre de gars, je déteste être plaint, je déteste qu'on me plaigne pour quoi que ce soit. Mais voilà, je pense que la meilleure manière, en tout cas moi, c'est comme ça que je suis inspiré, par des gens qui sont ultra positifs et des gens qui vont toujours de l'avant, des gens qui se plaignent pas, qui sont pas en train de rabâcher leurs problèmes ou leurs soucis. Et surtout, j'adore aider les gens, tu vois, à faire ce que toi t'as pu faire tout seul ou en lisant des livres. Mais on peut dire que ces auteurs-là t'ont aidé, en quelque sorte, à avoir une certaine discipline envers toi-même, à te sortir les doigts du cul entre guillemets, tu vois. Je parle pas pour toi, hein, encore une fois. Mais je pense que c'est enfoui au fond d'à peu près tout le monde, tu vois. Et après, encore une fois, c'est comme la génétique, tout le monde ne naît pas avec les mêmes chances d'un point de vue social. D'un point de vue social, et je te parle pas spécialement de où t'as grandi, dans quelle école t'es allé, même si ça a un impact, tu vois. Mais tu vois, de grandir dans une famille saine, avec des parents qui t'aiment, qui te poussent à être meilleur chaque jour, qui te mettent en confiance. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra, ultra, ultra important. C'est les premières années, c'est là que t'es façonné, et après, c'est à toi de t'améliorer et d'aller chercher au fond de toi-même. Si t'as pas eu toutes ces clés-là, à un moment donné, tu peux aller les chercher toi-même. Et bien sûr que ce soit au niveau génétique, au niveau de ton environnement social, de où t'as grandi, etc. Tout ça joue énormément, mais fais comme tu peux. Tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas changer ta génétique entre guillemets et encore. Mais donc fais comme tu peux et fais de ton mieux. Mais tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas bien, parce que là, tu as parlé un peu de l'éducation aussi, et c'est vrai que là, de là où on vient, c'est assez primordial. Et je pense qu'il y a une erreur de penser que nécessairement les fils d'eux, ils réussissent parce que ils ont obtenu l'héritage, parce qu'ils avaient déjà l'argent, ou alors parce qu'ils avaient les contacts de leurs parents ou quoi. Moi, je pense que c'est pas la raison ultime. J'en ai eu un exemple précis, mais je dirais pas nécessairement qui, mais de quelqu'un qui n'a pas bénéficié de l'argent directement, mais c'est l'environnement social. C'est que qu'est-ce qu'on t'a inculqué, qu'est-ce que t'as vu lorsque t'as grandi, tu vois. Et les fils d'eux, ils ont grandi dans des sphères où la personne s'est construite et a pu transmettre les bonnes règles. Tu vois, et au-delà de transmettre un chèque ou de transmettre le nom d'un contact pour être pistonné, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour obtenir un succès. Et j'imagine que toi, tu te le dis aussi, tu vois, tu te le dis d'une certaine façon. Alors toi, t'as réussi, t'es peut-être pas de jeune à l'idée, tu vois, mais t'as quand même réussi dans ton domaine. Vous avez bâti de super trucs, t'as un palmarès, comme dirait qui tu sais. Quand t'éduques tes enfants, est-ce que tu te le dis, tu vois, tu le dis, tiens, il faut que je les mets dans ce bon environnement, ils vont réussir à faire quelque chose, je vais leur apprendre les bonnes règles, quoi, tu vois. Carrément, de ouf. En fait, moi, je veux leur donner confiance. Je pense que la confiance, c'est un truc ultra important. Donc, je veux leur donner confiance et leur inculquer un truc ultra important, c'est que ils sont capables de pratiquement tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils rêvent. Ils sont pas plus bêtes qu'un autre, ils sont pas moins doués. Enfin, en tout cas, moi, on m'a élevé comme ça. On m'a toujours poussé à être le meilleur, entre guillemets, sans vouloir écraser les autres. Hein. C'était pas la compétition dans ma vie où mes parents, ils étaient pas derrière moi pour que je gagne ceci ou cela. Et j'allais au foot pour m'amuser. Mais on m'a toujours inculqué ces valeurs-là. Tu joues. Enfin, si c'est une compétition, t'essayes de gagner. Tu acceptes la défaite. Si tu perds, tu perds. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tu t'entraîneras, tu feras mieux la prochaine fois. Mais dans le sport, dans tout en fait, c'était plus même dans tout ce que je faisais en fait, tu vois. Et confiance, tu t'exprimes bien, t'es ci, t'es ça, enfin des compliments, tu vois, tout simplement. Je pense que les compliments c'est important, ça te met de la motivation. Sans ouais, t'es le plus beau, t'es le plus fort, machin. Il faut pas non plus les mettre tout là-haut. Faut qu'ils comprennent qu'il faut travailler, etc.
enfin moi mes enfants, je veux en tout cas qu'ils grandissent en ayant confiance en eux. La confiance c'est quelque chose d'ultra important et vraiment qu'ils sachent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Le plus important c'est de comprendre, d'apprendre, d'observer, de s'adapter, d'être gentil avec son entourage. C'est très important pour moi qu'il soit bon et qu'il soit bienveillant envers les autres, tu vois. Vraiment, c'est une chose très importante et qui se laisse marcher sur les pieds par personne, qui se laisse faire par personne, qui se fasse respecter par tout le monde et qui respecte tout le monde. Voilà les valeurs les plus essentielles pour moi. Après, ils feront ce qu'ils veulent dans leur vie, tant que ça leur fait plaisir. Moi, j'essaierai de les pousser à faire un truc qui leur donne une certaine liberté financière, mais je pense que d'une manière générale, ils voient comment je me comporte, ça continuera comme ça, et ils s'inspireront de ça, et ma femme pareil, et en fait, le plus important, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Après, à partir du moment où ils ont trouvé ce qu'ils aiment, qu'ils trouvent la manière de rentabiliser ça pour être à l'aise et assez libre, parce que, enfin, à notre époque, pour être libre dans notre société, il faut avoir un minimum d'oseille, pouvoir se déplacer, pour pouvoir faire des choix comme là moi j'ai fait, d'aller m'expatrier à l'autre bout du monde, amener toutes tes affaires, amener ta famille, rentrer 2 fois par an avec toute ta famille en France, partir 1 mois en vacances, enfin voilà, ne pas trop passer de temps aux tâches ménagères ou quoi, en ayant du personnel qui peut t'aider, etc. Tout ça, c'est des choses qui t'amène de la liberté, du temps, mais pour ça, faut de l'oseille, tout simplement. Ah, c'est sûr, faut de l'oseille. Bon, et est-ce que tu as eu la pression, à un moment donné, de ton physique, d'avoir, parce que je disais tout à l'heure quand même, il y a une espèce de consensus, tu vois, où je veux dire le physique d'Alex de Bodytime, il fait partie de celui qui est le plus apprécié des go muscu. Alors par la génétique, parce que tu as construit aussi, tu vois, il y a les lignes, et puis il y a ce que tu as fait, on a compris. Mais est-ce que tu as eu la pression de garder ce physique-là, d'être au top, d'être considéré comme parmi les mieux? Ouais, mais la pression, non. Mais par contre, ça m'a toujours poussé à continuer à m'entraîner. Et en fait, je pense que même, alors peut-être pas à ce point-là, tu vois, mais si j'étais pas du tout coach ou sur les réseaux, ou que j'inspirais pas autant de gens, peut-être que je me serais pas entraîné autant ou quoi, mais je pense que, en fait, régresser, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Donc à partir du moment où j'ai eu un physique, je me vois pas régresser, tu vois. Ça arrivera sûrement un jour, hein. J'aurais bien, enfin j'espère en tout cas, je touche du bois, j'aurais bien 80 ans un jour. Et j'aurais pas le physique que j'ai aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, ça m'a poussé, ça m'a pas mis la pression. Franchement, j'ai pas la pression de ça, mais ça m'a poussé à maintenir aussi mon physique parce que je sais que ce physique-là, il inspire et j'ai une communauté, tu vois, qui me suit. J'ai une armée aussi qui s'entraîne comme moi. Donc en fait, ça m'oblige à me faire des entraînements qui sont efficaces, très efficaces, qui correspondent à mon lifestyle, au physique que je veux développer, que je veux garder, aux capacités physiques que je veux avoir. Pour moi, c'est important de rester fort et esthétique. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de comment j'ai été éduqué. Nous, l'esthétisme dans la famille, c'est important, tu vois. Mon père, c'est un Italien. Tu vois, toujours bien coiffé, bien sapé. Ma mère, très belle femme, toujours bien sapée, bien coiffée, bien maquillée, etc. Donc nous, l'esthétisme, ça a toujours été un truc important. Mon père, c'était quelqu'un de balèze aussi, tu vois, assez grand, assez athlétique. C'est lui qui m'a amené dans une salle de muscu pour la première fois. C'était pas un grand adepte de la muscu, tu vois. Il en a fait quelques fois, un petit peu comme ci, comme ça. Mais c'était quelqu'un qui était athlétique, tu vois, qui avait une belle base musculaire. Donc voilà, ça m'a toujours inspiré. Et puis assez jeune, tu vois, même mon grand-père me racontait, il y avait une série, c'était un héros sur son cheval qui s'appelait Antar. Et d'ailleurs c'est mon surnom, c'est comme ça qu'il m'appelle.
Et en gros, c'était un peu le mec musclé, tu vois. Et tout de suite, je me suis identifié à lui. Je voulais faire comme ça. Avec mon père, on regardait Rambo, Rocky, tu vois. Je voyais Stallone, tout ça. Et puis après, l'époque où j'ai commencé à avoir 15-16 ans, je me rappelle, il y a Triple X qui est sorti. Et là, j'ai vu Vin Diesel dans Triple X. Je me suis dit, ah ouais, faut que je sois balèze comme ça, moi aussi, tu vois. Donc c'était ça mes exemples. Et maintenant, voilà, te dire la pression, non, pas de pression, mais en tout cas, encore plus qu'avant, là où je suis maintenant, c'est facile pour moi de maintenir ce physique-là, et je compte le maintenir le plus longtemps possible. Te dire d'évoluer vraiment physiquement, ça nécessiterait beaucoup d'efforts supplémentaires pour, je pense, pas énormément de gains en plus. Ça me demanderait beaucoup plus d'efforts au niveau de la diète et peut-être non, même pas de l'entraînement, parce que j'estime que mon entraînement il est vraiment optimal pour ce que je recherche, tu vois. Mais ça me demanderait beaucoup plus d'efforts au niveau de la diète pour être vraiment découpé et maximiser le gain de masse musculaire, tu vois. Chose qui m'intéresse pas, parce que comme je te l'ai dit, je suis dans le lifestyle, je suis dans le kiff, et ça me convient très bien comme ça, tu vois. Mais voilà, pas de pression, mais en tout cas l'envie de maintenir et de continuer à inspirer. Ouais, une fierté. Est-ce que tu as senti la comparaison aussi un peu avec PJ? Alors lui m'a dit, pas nécessairement entre vous, qu'il n'y avait pas de compétition, que ça n'avait pas de sens. Mais sans te dire ce qu'il a dit, parce que c'est ça le plus drôle aussi. Toi, est-ce que tu as senti qu'il y avait de la comparaison de la part du public, que par exemple sur les insertions, il y en a qui ont dit beaucoup que t'étais celui qui était le plus gâté génétiquement, par exemple par les insertions, que t'avais une plus belle shape. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Je le dis pas moi-même. De toute façon, je fais que PJ, ouais. Que t'avais une plus belle. Écoute. Belle morpho. Est-ce que, je sais pas, tu l'as senti ce truc? Est-ce que tu t'es senti coupable de ça ou ça a existé uniquement dans la tête des abonnés? Écoute, franchement, pour être vraiment sincère, moi je me suis entraîné dur, peut-être 1 an, 6 mois avant PJ. Et PJ s'entraînait aussi en musculation. On était à la fac ensemble. En fait, on a fait une fac de coach sportif, donc on a fait de la muscu, mais en gros, on testait toutes les méthodes de muscu. On était là pour tester. On a fait beaucoup de prépa physique, etc. Et c'est vrai que je pense que je me suis entraîné dans le dur, lourd, enfin selon mes capacités de l'époque, un peu plus vite que lui. Donc j'ai eu un physique un peu plus épais, plus tôt. Je suis moins grand que lui. Il est de base plus longiligne que moi. Donc au début, oui. Bon, déjà au début, on était tous les deux vraiment fins et les gens se moquaient de nous deux. Puis après, disaient que oui, PJ le maigre. C'est comme ça qu'il l'appelait à un moment donné, tu vois. Quand moi j'avais un peu plus pris avant lui, il l'appelait le maigre, etc. Jusqu'au moment où il s'est mis à s'entraîner en machine de guerre et que c'était PJ rattrape Alex, mais ça y est, PJ est plus balèze que Alex, et c'est ça qu'on entendait, tu vois. En fait, les gens nous ont toujours comparé parce qu'on a toujours été là tous les deux. Après, je pense qu'il fait partie des physiques les plus esthétiques du fitness. Il a une taille très fine, il est grand, il a les épaules larges. Ouais. Franchement, et la plupart des gens qui le voient en vrai, même 90% des gens qui le voient en vrai, ils sont choqués. Ils disent mais je t'imaginais pas aussi balèze. Peut-être parce que je sais pas, en vidéo, il rend plus fin, ou peut-être parce que tu vois, à côté de moi, vu que je suis plus petit, ça le rend moins large. Je sais pas. Il y a plein de trucs, mais en vrai, bon. Maintenant, depuis qu'on a des enfants, tout ça, le train de vie a un peu évolué. Je pense que il a perdu un petit peu de masse. Il a toujours une très bonne condition, une bonne shape, et les gens lui disent toujours la même chose d'ailleurs quand ils le croisent. Et c'est vrai qu'on fait 10 cm à peu près de différence et qu'on fait à peu près le même poids. Donc je reste quand même un peu plus galbé entre guillemets. Mais encore une fois, les gens quand ils le voient, ils sont souvent surpris et franchement, il est super esthétique. Oui, non, mais c'est vrai.
Je mettais un peu là les photos là 2012, 2015. Alors il y a eu une photo là où on l'a vu complètement changé. Alors il y a la lumière, il y a la congestion, il y a tout ça. Donc forcément, c'est pour ça que d'ailleurs il y en a certains. Alors tiens, c'est pas un truc que j'ai parlé avec. Je l'ai pas parlé de ça et je vais en profiter pour t'en parler. Moi je fais pas d'accusation de dopage ou quoi que ce soit, et puis je pense que de toute façon vous êtes les deux naturels, vous avez des physiques qui semblent être naturels, mais tu sais, à un moment donné, ça a beaucoup circulé. Tu vois, est-ce qu'ils sont dopés, est-ce qu'ils sont pas dopés? Et il y avait un des arguments qui revenait souvent, c'était, mais en fait, c'était pour justifier un espèce de, tu sais, votre lifestyle. Du fait que ça permet de maintenir une masse musculaire en faisant moins d'efforts, en faisant moins de ceci. Et je pense que certains ont eu un peu la puce à l'oreille. Et je dis ça vraiment encore en toute bonne foi. Moi, je suis absolument persuadé que vous n'avez jamais utilisé de produits dopants. Que je pense que les gains qu'on a vus, surtout chez PJ, tu vois, qui t'a rattrapé comme ça à un moment donné, mais là au lifestyle, on se dit c'est bizarre, c'est louche, c'est pas possible. Ils peuvent pas être tout le temps en train de circuler et prendre autant d'un coup et revenir au niveau d'Alex. En gros, c'était moi je suis sûr, il a fait exprès pour revenir au niveau d'Alex. Et pour casser la différence entre les deux, il y a eu toute cette argumentation. Ouais, bien sûr. J'ai vu ces arguments. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, quand on bougeait, enfin, quand tu filmes des vlogs, etc., tu filmes pas, encore une fois, sur ton ordi, en train de bosser, et tu vois, tu vas filmer les soirées, les activités, les trucs, mais en vrai, en fait, je comprends pas, on dirait, il faut s'entraîner toute la journée. L'entraînement, il dure 1 heure, il dure 1h30. Une fois qu'on est sorti de là, on mange comme tout le monde. On fait attention un minimum à ce qu'on mange, mais de base, tu vois, on n'est pas des gros. On est des mecs plutôt fins, pas des maigres non plus. Donc, assez athlétiques. Alors, on n'a pas des génétiques de fou non plus de base, hein. On n'est pas Nico Sangohan. Je sais pas si tu vois qui c'est. Une génétique incroyable. Mais bref, tu vois, on n'a pas des génétiques de fou à la base, mais enfin, on a pris du muscle petit à petit. Et puis, enfin, je veux dire, tu peux regarder les vidéos. En fait, on sortait des vidéos YouTube toutes les semaines. À aucun moment, tu vas te rendre compte que PJ il a explosé, que ce soit en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois. Ça s'est fait en au moins 1 an, 2 ans, et petit à petit. Ouais. Et ouais, non, il a jamais explosé comme moi. J'ai jamais explosé. Ça a été linéaire. Et du maintien par la suite, tu vois. Après, il y a des moments où tu es un peu plus en forme, mais ça se joue à 1 ou 2 kilos. Tu sèches un peu, tu parais monstrueux. Enfin, nous, les photos, je crois, où les gens nous ont accusés de dopage, où on paraissait les plus monstrueux, on faisait moins de 80 kilos. Donc, franchement, rien d'incroyable, tu vois. Là, actuellement, je pense que maintenant, depuis le temps, les gens se sont rendus compte. Même plein qui pensaient qu'on était dopé se sont bien rendus compte que c'était pas le cas. Ils ont bien compris ce que c'était être dopé, les gars qui se sont dopés. Et moi, je parle de dopé, c'est, pour moi, t'as pris le moindre produit dopant une fois dans ta vie, tu entres dans la catégorie des dopés, même si t'as tout perdu, quoi. Nous, on n'a jamais triché, on n'a jamais, enfin, on s'est jamais dit, faut être les plus balèzes possibles pour ci ou pour ça. C'est pas ça qui nous a fait vendre des programmes, c'est pas ça qui nous fait marcher sur les réseaux sociaux. Est-ce que Thibaut InShape, c'est bon, maintenant il fait du contenu hors fitness, mais même quand il faisait du fitness et qu'il avait explosé, est-ce que c'était parce qu'il avait le meilleur physique? Est-ce que c'était parce qu'il était le plus balèze? Non. C'est que son contenu était bon, son contenu inspiré, etc. Et c'est quand on était maigre, les mecs nous crient, enfin maigres entre guillemets, hein, mais quand on était à nos tout débuts, ouais, ils ont aucun physique. C'est qui suit ces deux clampins, ces guignols, regardez-moi ça. Et à partir du moment où t'es suivi et en plus t'as le physique qui suit parce que tu t'entraînais dur et que ton physique il a évolué petit à petit, t'as des mecs qui sont là, ouais mais ils sont chargés, ouais mais si. T'as toujours des gens qui sont là pour se trouver eux-mêmes des excuses. En fait, pour moi, c'est ça vraiment le fond du truc. C'est les gens se trouvent des excuses parce qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils vont, tu vois, on n'a pas du tout la même génétique, on arrive tous les deux à avoir un physique super esthétique, encore une fois, les goûts et les couleurs en fonction des gens, tu vois. Mais je pense que c'est énormément pour se rassurer. Les gens qui disaient, ouais, lui il est dopé, lui ceci, lui ça, lui cela, lui machin, tu sais, c'est parce que voilà, sa meuf a été là, elle disait, bah toi tu fais de la muscu, c'est quand que
que tu te muscles, c'est quand que t'as un vrai physique, hein, regarde Alex et PJ, le mec, ouais, mais c'est des dopés, tu vois. Enfin, je te caricature le truc, hein, c'était pas tout ça, tu vois. Mais il y en a beaucoup, c'est pour se rassurer. J'en suis persuadé. Et quoi te dire d'autre que, tu sais, je veux dire, c'est comme ça, c'est humain. Non, mais c'est comme, tu vois, je sais pas moi, Cristiano Ronaldo. J'ai entendu des dingueries sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bah, enfin, je veux dire, c'est un talent monstre, c'est un travailleur de ouf. Oui, j'ai entendu oui, mais Cristiano Ronaldo, il s'est fait tout refaire, comme à l'époque de Beckham. Il s'est fait refaire toute la gueule. Et c'est toujours des rageux, les mecs qu'il faut qu'ils. Mais alors, pour le coup. Parce que pour le coup, ça c'est vrai. Hein. Ça, il s'est fait refaire tout de A à Z, mais ça enlève pas son talent au foot, hein, tu me diras. Hein. Mais il y a vraiment des vidéos de chirurgiens qui montrent, qui expliquent toutes les petites. à part les chicots, il s'est fait le visage. Ouais, le nez, les pommettes. Alors attends, c'est pas moi j'en sais rien, je suis pas chirurgien, mais de ce que j'ai vu, c'est un chirurgien américain qui fait des vidéos sur YouTube et qui montre un petit peu les transformations des visages des stars en expliquant comment ça a pu arriver et avec son œil de chirurgien plastique, où c'est qu'il a pu se faire des injections, ça a pu se remonter un peu les pommettes, etc. C'est très subtil. Et c'est vrai que quand tu regardes la vidéo, écoute, en fait, c'est peut-être moi qui est naïf. Mais en fait, ça enlève pas son talent et ça enlève pas son travail du jeu, en tout cas. Ouais, non, mais bon, ça, voilà, ce que je te disais, moi, c'est qu'en gros, les gens, ils essaient de trouver un truc pour descendre, à partir du moment où t'as réussi dans quelque chose, ils se trouvent une excuse à eux-mêmes. Et voilà, PJ, il a travaillé, il s'est entraîné, et il a eu un vrai physique, tout comme moi, je me suis entraîné, j'ai un vrai physique, tout comme celui qui écoute ce podcast, s'il se décide à s'entraîner pour de vrai, s'il s'entraîne pour de vrai, bah, il a un vrai physique, tu vois, s'il fait semblant, c'est pas s'entraîner pendant 2 mois et dire j'y arrive pas, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien savoir un peu. Enfin, je me pose toujours la question de, tu sais, l'envers du décor. C'est quelque chose qui me plaît pas mal. Quand je vois 2 mecs comme ça qui ont été ensemble très souvent. Alors, PJ m'expliquait que finalement, c'était ce qu'on voyait sur Internet et que vous étiez pas H24 tout le temps ensemble. Certes, mais quand même, vous avez été beaucoup ensemble. Il y a pas eu toi t'as pas senti des moments, une espèce de compétition où tu sais des embrouilles, alors pas des embrouilles à la con, mais tu vois des différences d'alignement sur les projets. On dirait que vous êtes toujours restés unis et qu'il n'y a jamais eu vraiment de clash ou de. Et ce qu'on voit partout parmi plein d'associés, hein, d'ailleurs. Écoute, jamais eu de clash. Des malentendus, enfin même pas des malentendus, des désaccords sur des choix ou des trucs, mais d'une manière générale, c'est sur des détails et on finit toujours par trouver un terrain d'entente parce qu'en fait, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes envies. On est amis déjà avant d'être associés. Tu vois. Demain, il y a plus Body Time, PJ, c'est mon ami, tu vois, c'est vraiment mon ami. Je lui souhaite le meilleur, tout comme je pense qu'il me souhaite le meilleur aussi. S'il y a eu de la compétition, ça a été sur tout et rien en même temps. Dès qu'on fait quelque chose, on essaye d'être les meilleurs. En muscu, en parachute, en moto, en n'importe quoi. On s'est challengé, même en vidéo, plein de fois sur plein de trucs. Tu te rends compte, il y en a pas un des deux qui veut lâcher. Et j'ai vraiment le seum quand je perds. Il a vraiment le seum quand il perd. Mais on s'est jamais embrouillé pour ça. Après, on a les mêmes objectifs et on a les mêmes centre d'intérêt et en même temps, enfin, étant donné que nos sociétés, on les a créées ensemble, on fait les choses ensemble, enfin, tu vois, on a envie que ça marche. Donc, si lui, il est persuadé d'un truc, il insiste sur un machin, et il me dit, ouais, non, mais faut faire comme ci et tout, je me dis, mais s'il insiste, c'est vraiment, tu sais, c'est pour la bonne cause. Je vais quand même me pencher sur le truc et à un moment donné, on trouve toujours une solution. Et inversement, tu vois. Je dis, mais non, mais je te dis que, regarde, gros, machin, nana. Mais on va argumenter, on va, machin. Et il n'y a pas de, ouais, j'ai gagné le combat, on s'en fout. Le but, c'est le résultat, tu vois. Le but, c'est le résultat. Et comme je te dis, c'est mon ami avant tout. C'est mon ami avant d'être mon associé. Oseille, pas oseille, beaucoup d'oseille, un peu d'oseille. Franchement, ça change rien. Le but, c'est, voilà, de se régaler. Et je pense qu'on a toujours été solidaires, on a toujours été soudés. Et puis, tu sais, on a vécu énormément de trucs ensemble, on a voyagé ensemble, on a beaucoup kiffé. On est au téléphone tous les jours ensemble.
La moitié de un tiers de nos discussions, voire la moitié, c'est pour le boulot, le reste, c'est pour discuter, tu vois, de tout et rien, comme des amis. Non, franchement, non. Okay. Ça choque les gens, ça surprend les gens, mais c'est la réalité, tu vois. Je veux pas inventer un truc. Non, franchement, ça s'entend bien de ouf. C'est un bon exemple. Ça donne un bon exemple. C'est un bon modèle, quoi, de amitié, associé. Non, c'est bien. Et puis il y a pas toujours. Ça marche pas souvent. Franchement, moi, genre que des histoires de trucs d'associés qui se prennent la tête, des amitiés qui se brisent, de ci, de ça. Mais en tout cas, nous, on a été épargnés. Non, mais c'est bien. Et vous avez fait beaucoup de collaborations aussi, hein, quand même. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont fait le plus de collaborations avec plein de youtubeurs, tout ça. Alors c'est loin d'être un reproche. Est-ce que ça a pas été, est-ce que c'est toujours un plaisir ou des fois ça a été un calvaire? Parce que je connais. Tu me reçois toujours? Écoute. Ouais. Oui, il y a juste un petit bug. Parce que tu vois, je pense à d'autres personnes que j'ai déjà reçues ici, tu vois, qui ne sont pas très fans des collaborations parce qu'ils ont été déçus et parce que maintenant ils sont très très frileux voilà, ils sont réputés pour être des gens qui ne font pas beaucoup de collaborations parce que ils aiment pas ce milieu. C'est trop, voilà, il y a trop d'intérêts, il y a trop de conflits, il y a trop de business, de ceci, de cela. Vous non. Écoute. Je pense que si tu rapportes au nombre d'années qu'on est là et le nombre de collaborations qu'on a faites, c'est pas énorme, tu vois. Un truc comme Chat and Cheat Meal, enfin c'est comme si toi je te dis t'as fait beaucoup de collabs, bah c'est un peu le concept de ton podcast, tu vois, d'être avec des gens. Je peux pas dire non. Mais donc un truc comme Chat and Cheat Meal, oui, il nous faut des gens entre guillemets avec qui discuter, à qui poser des questions, etc. Après, franchement, on a fait que avec des gens qu'on trouvait sympa, dont le contenu était sympa, qui était pas insultant ou quoi que ce soit, tu vois, des gens qui sont pas dans le clash. On n'a rien contre personne, en vrai, nous, on n'est pas dans la concurrence de lui il vend ci, lui machin. Les seules personnes avec qui on n'a pas fait, c'est parce que soit il y avait pas d'affinité en particulier, soit c'est des gens qui nous ont pas donné l'heure quand nous on n'avait pas de visibilité, tu vois. Mais sinon, en vrai, on refuse pas une collab, quoi. C'est surtout ça le truc. On refuse pas parce que, enfin, c'est pas on refuse pas, ça a dû nous arriver, bien sûr. Tous les youtubeurs vont vous envoyer un message à partir de demain. Non, bon, mais c'est bon, allez, on en prend pour leur écrire. Des mecs, je viens de lancer ma chaîne, je fais ci, je viens de lancer ma chaîne, je fais ça. Fais déjà des vidéos, quoi, tu vois. Fais déjà un peu des vidéos, après on fait, enfin, je veux dire, c'est pas, et encore, je te dis ça alors qu'on a déjà même fait les premières vidéos de certaines chaînes de gars parce qu'on les trouvait sympas, tu vois. Après, en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était un monde où, tu sais, à l'époque, il y avait les apéros tubes. C'était YouTube qui faisait des apéros, qui invitait les créateurs de contenu, qui avaient au moins tant abonnés, au moins de machin. On s'y est incrusté au tout début, on n'avait pas encore les 50 000. Tu vois, nous, on était un peu de ce genre-là, essayer un peu, je te dis, on a charbonné pour avoir du contenu qui marche, tu vois. On était de partout, tout le temps. Et en fait, on s'est rendu très vite compte que les mecs que tu pensais, ah putain, lui, il est super sympa, c'est ton pote, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, c'était souvent par intérêt, et c'était souvent à compter, lui, il a combien d'abonnés, lui, je vais pouvoir faire quoi, ceci, cela. On a été déçus plein de fois de plein de gens. Donc, en fait, maintenant, on n'attend plus rien des collaborations. On attend juste de passer un bon moment sur le moment présent, partager, et surtout parfois t'as des bonnes surprises. Parfois t'as des bonnes surprises, mais d'une manière générale, franchement, personne m'a dégoûté. Personne m'a dégoûté de la collab ou du machin. Et puis je pense qu'on est loin d'être des victimes, tu vois, dans la vie. Donc s'il y a un problème, je te dis tout de suite. Et je pense que ça c'est des choses aussi qui se ressentent, tu vois. Enfin, quand tu te fais respecter dans la vie, en général, t'as pas trop de surprises de ouf. Juste des déceptions sur des gens que tu te dis, ah ouais, putain, ils donnent pas de la force à ce moment-là, parce qu'il t'arrive un truc, ou alors parce que, pour te donner un exemple, en 2018, on lance notre marque Bodytime avec une grosse production, toute une collection en Turquie, tout ça, on invite plein de youtubeurs. Une vingtaine de youtubeurs, des assez gros youtubeurs, tout ça, en Turquie, à Istanbul, hôtel 5 étoiles,
bateau réservé, on se déplace en bus, il y a des activités, on va dans des bons restos, etc. machin. Et en fait, on se dit tous ces gens-là qu'on invite, c'est pas des youtubeurs au pif qu'on invite, c'est des gens qu'on a rencontrés, avec qui on a eu à un moment donné des atomes crochus. Ça c'est bien passé. En tout cas, nous, on le pensait, on voyait le truc comme ça, tu vois. Et donc le but, nous, on offre ça aux gars. C'était pour qu'ils mettent en avant aussi notre première collection de sable créée par nous-mêmes, produite par nous-mêmes, etc. Tu vois. Et donc en fait, on leur demande juste, voilà, faites un contenu, faites une vidéo YouTube, soit en rentrant, soit là-bas sur place. Vous avez toute la collection. Il y avait énormément de sable. Vous avez toute la collection offerte, le voyage, le billet d'avion, toutes les activités, etc., etc. Et c'était en 2018, je te parle. Donc, il y a un moment où encore, c'était pas les influenceurs ne vivaient pas comme maintenant, tu vois. Il y avait moins de business, il y avait moins d'argent quand même qui tournait. Et ça nous coûte énormément d'argent, tu vois. Mais nous, on se dit, on va les mettre bien de ouf. En plus, c'est des potes. Tant qu'à faire, on régale des youtubeurs qu'on aime bien. Et derrière, tu vois, ils vont nous rendre l'appareil. Typiquement, c'est le genre de truc où on a été très déçus parce qu'on se rendait compte qu'ils faisaient pas tous, mais une partie, on fait le minimum du minimum. Tu vois, juste ce qu'on leur avait demandé est très bâclé, vite fait, et alors que t'avais, je sais pas moi, Gymshark ou Puma qui allait leur envoyer un simple colis et ils allaient être là à faire des posts, des stories, vidéos YouTube, Puma me sponsorise, tu vois ce que je veux dire? C'était en gros, les gens ils voulaient de la fame, ils voulaient être associés à des grandes marques, alors que leurs potes, entre guillemets, les gens qui connaissent, viennent de lancer une marque, ont travaillé de ouf et tout. En plus, c'est vraiment des choses de qualité. Bon, on a de la chance que ça a cartonné, que ça a bien marché, mais ces gens-là nous ont grave déçus. Une partie de ces gens-là, ils passaient plus de temps à essayer de se faire des collabs entre eux là-bas pour se faire monter un peu sur les réseaux que de nous aider à ce moment-là, tu vois. Le genre de déception. Mais franchement, c'était pas grand-chose. Et encore une fois, c'est une partie, c'est pas tous ceux qui étaient là. Et c'est des gens, en vrai, c'était pas des amis non plus, tu vois. Donc, c'est juste, voilà, déçu. Et je me dis, voilà, en fait, en vrai, on fait les choses entre nous, on fait des collabs, on s'est gagnant-gagnant et on n'est pas là pour rincer et régaler les gens non plus. Et est-ce que ça c'était un deal qui était plus ou moins explicite ou alors c'était un peu vous vous attendiez à ce qu'ils fassent un effort sur leur contenu? Non. Il fallait fournir le contenu. Nous, c'était le deal. On n'a pas signé de contrat parce que justement, c'était que des gens qu'on connaissait. Ah ouais, ils connaissaient le deal. Ils connaissaient le deal. C'est comme si je te dis, tu crées un contenu. Il n'y a pas eu de sensation de prise d'otage, quoi. Non. Je pense pas du tout. Je pense que personne sait. Mais tout le monde a kiffé de ouf. Par contre, tout le monde en privé, tout le monde nous a remercié de ouf. Oh, c'était incroyable, les gars. On a kiffé de ouf et tout. Non. C'est nous-mêmes. Tiens, je t'en parle maintenant. On leur a même pas dit à eux, tu vois. C'est pas, on leur a dit, ah, franchement, machin. Non. Pas du tout. Déjà, le deal, c'était, par exemple, le deal, c'est, je te dis, voilà, tu viens, je t'invite, on fait tout ça. Après, toi, ce que j'attends en retour, c'est une vidéo YouTube où on voit la collection, ou tu vois. Mais je veux dire, quand ça arrive sur une vidéo de 20 minutes à la 20e minute en outro et que t'as fait 50, non mais tu vois ce que je veux dire. C'était pas du tout une prise d'otage, c'était pas un truc. On s'est dit on va les saigner en contenu et tout. Voilà. Au contraire, c'était on dit ce qu'on veut. Mais t'as vu, on n'est pas là, on va pas commencer à faire des contrats, alors que tout le monde fait des contrats pour ce genre de truc. Toutes les marques font des contrats. T'as un brief, t'as un truc à suivre, tu vois. Nous, on se disait, en gros, un pote à nous, il fait ça, on va lui donner de la force de ouf. S'il nous demande de faire un contenu, on va le faire bien, tu vois. Et à côté de ça, il y a d'autres gars, qui m'ont surpris dans l'autre sens. Des créateurs de contenu comme, je sais pas, je vais te prendre un exemple, parce que tu vois, là, j'ai été négatif, ça me plaît pas. Je vais te prendre un exemple comme Solid Mike. Tu connais Solid Mike? Oui, bien sûr. Ouais. Ça fait très longtemps que j'avais fait un podcast avec lui sur ce podcast. Ouais. Ok. Nous, on créait, il y a 1 an et demi, un club d'entrepreneurs qui s'appelle Pantan Business Club.
à ce moment-là, on a un certain budget pour faire de la com chez des créateurs de contenu dans plein de domaines différents, dont le fitness. En plus de nous, on se dit, on va aller chercher des gars qui ont un autre public totalement différent du nôtre. Et pour nous, Solid Mike, qu'on connaît, c'est un mec qui a un public totalement différent, tu vois, un peu geek, un peu gamer, beaucoup plus jeune que nous. Je dis voilà, pourquoi pas, en plus on l'aime bien, faire bosser Solid Mike. Donc on le contacte, salut et tout, tu vas bien, machin, ok, on a tant de budget, je crois que c'était 2000 €, on a 2000 €, qu'est-ce que tu pourrais faire comme contenu et tout pour promouvoir le Panthéon Business Club, ceci, cela. Il réfléchit et tout, et il me dit, bah écoutez les gars, moi je peux faire une vidéo YouTube, regardez, j'ai écrit un script, je vous envoie ça et tout, on valide, on dit ok, vas-y, nickel. Et il nous renvoie un message pas longtemps après, tu vois les gars, en fait, est-ce que Im Tarzan qui n'était personne encore sur les réseaux, hein. Je sais même pas s'il avait 5000 abonnés. Donc aujourd'hui, non. Im Tarzan, oui, bien sûr, il est énorme. Force à lui d'ailleurs, gros bosseur et tout, amplement mérité. Ça se voit, ouais. Est-ce que Im Tarzan, il peut aussi faire le contenu, tous les deux on fait un contenu, ça va être différent et tout. Je dis écoute, bah tu vois, nous on n'a pas le budget pour un deuxième créateur fitness, voilà et tout. Il dit écoute, moi, ce que je te propose, c'est que lui il fait sa vidéo, moi je fais ma vidéo et on partage. Le budget là que t'avais, on le partage à nous deux. Putain, je me dis le gars, bon déjà moi ça m'arrange, il y a un créateur de contenu en plus pour le même prix. Tu vois, je me dis mais il est sympa, tu vois. C'était son pote. En fait de base, Im Tarzan c'est un follower, un abonné de Solid Mike. Il aimait beaucoup son délire et tout. Et puis je pense qu'ils ont eu des atomes crochus, ils se sont rencontrés, machin et tout. Je dis, bah, ça, c'est un bon gars, tu vois, je me dis, putain, il est sympa avec son pote, lui, partage et tout, c'est beau, tu vois, surtout que je savais que c'était pas des amis d'enfance ou de longue date ou quoi, c'était son abonné de base, et c'était un mec qui faisait un contenu très similaire aussi, hein, de base, hein. Im Tarzan, c'était muscu, c'était un peu troll, un peu, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça ressemblait quand même beaucoup à Solid Mike. Je pense qu'il s'en est beaucoup inspiré au début. Et là où j'ai été vraiment surpris, c'est qu'en fait, quand on les a payés, je me suis rendu compte que Solid Mike, il avait pas dit à Im Tarzan qu'il partageait avec lui et que de base, c'était lui qui avait été pris pour faire la collab, tu vois. Il lui a dit body time, machin, enfin, je sais pas comment il lui a dit, je me suis rendu compte qu'il ne savait pas, mais en gros, pour Im Tarzan, c'était body time qui avait demandé une vidéo à Im Tarzan et une vidéo à Solid Mike. Et je me suis dit, ce gars, c'est un bon gars de ouf, tu vois. Et là, quand t'as des trucs comme ça, tu te dis, ouais, c'est pas tous pour la fame, tous pour l'oseille, tous pour leurs intérêts. Et ça fait plaisir de ouf, tu vois. C'est pas la première fois que je la raconte dans un podcast, celle-là. Mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment un bon gars, dans le fond. Ouais, et puis ça se voit aussi, vous avez bien accroché avec Solid Mike, tu vois, à un moment donné, on vous voyait souvent ensemble, les trois, que ce soit sur une chaîne ou sur l'autre. Et alors, tu vois, même si tu dis que son audience était peut-être un peu plus jeune et un peu plus geek ou quoi, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances dans le côté lifestyle, tu vois, parce que lui il met pas très en avant, enfin il le met un peu, mais il fait beaucoup de conneries qui implique son corps ou qui implique un peu sa plastique, et derrière ça lui permet un peu d'avoir une vitrine pour vendre ses programmes. En tout cas, c'était comme ça qu'il me l'avait exprimé lorsqu'on avait enregistré le podcast, hein. C'était puis les micro trottoirs qu'il faisait ou les conneries à la plage, c'était voilà, en fait, c'est les gens voyaient son physique et puis ça donnait envie d'être comme lui, et puis il vendait ses programmes de cette manière-là. Mais vous êtes pas à part ça, tu vois, je veux dire, pas si différent, il y a quand même beaucoup de similarités. Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Donc non, c'est bien. Alors, est-ce que j'ai le droit de te demander, alors j'ai pas demandé à PJ parce que j'ai oublié. Alors vraiment, je l'avais marqué dans mes notes, mais j'ai zappé. C'est peut-être un des trucs qui a fait le plus parler. T'es pas obligé de me répondre parce que ça se trouve il y a pas de quoi me répondre. C'est un peu une curiosité personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Greg MMA? On dirait que ça a fait, j'aime pas trop faire Paris Match, hein, mais d'ailleurs si t'as envie de me dire non il s'est rien passé, puis d'ailleurs j'ai envie de laisser cette histoire de côté,
tu peux. Mais ça s'est un peu réveillé là ces temps-ci parce que comme il y a eu, j'ai cru voir une espèce de clash entre, enfin pas clash mais un drama entre Greg MMA, un boxeur qui l'a reçu, que ça fait un peu jaser. Du coup cette histoire est un petit peu revenue sur le tapis. Je me suis dit tiens, c'est toi, je vais pas oublier. Bah écoute, moi je suis pas spécialement concerné. Il faut savoir que Greg MMA, c'est un gars qu'on a tourné avec lui après cette vidéo-là dont tu parles. C'est la vidéo où il parle de l'ex-femme de PJ. Je pense que c'est une blague très maladroite. C'est sur le moment, on s'est juste dit mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Enfin, puis je pense pas. Enfin, quand tu le connais et tout, c'est vraiment pas du manque de respect. PJ, c'est pas non plus le genre de gars qui se fait manquer de respect comme ça. On était en train de tourner. Je pense que en fait, ça lui a plus été néfaste à lui que à PJ, tu vois. Parce que c'est juste une blague un peu de mauvais goût, avec une longueur dans sa blague. Mais en vrai, y a rien, quoi. Franchement, je sais même pas quoi te dire, quoi. C'est, les gens, ils font une montagne de pas grand chose. Ah bah, toujours. Mais comme ça, au moins, ça remet à plat. Et puis après, tu sais, il y a d'autres vannes aussi. Il y a plein d'autres vannes qui ont pu être faites. C'était pas nous qui étions au montage aussi. Donc, tu sais, les youtubeurs, ils se mettent aussi plus en valeur quand c'est et peut-être que ils pensaient que ça allait, voilà, mais peut-être que en fait ça a été justement un double tranchant. Après, je sais pas du tout, hein, je me souviens pas bien, mais je sais que il y a jamais eu de, tu vois, nous on y va à la cool, on n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Greg, il voulait à tout prix qu'on soit à deux contre lui à un moment donné sur un truc parce que c'était sa vignette qui devait, tu vois. Mais enfin même en un contre un, tu te rends compte que on n'est pas des trompettes non plus. C'est un combattant, c'est un machin. Ok, mais bien sûr. Je vais pas dire le contraire. Hein, on va pas aller mettre les gants. C'est un pro, etc. Mais voilà, c'était aussi son truc. Enfin, je veux dire, il est ancien combattant pro, tout ça. Je veux dire, il y a une fierté un peu de combattant à vouloir. Ouais, c'est leur truc, tu vois. Nous, en vrai, on s'en fout, tu vois. Il y a pas de, j'ai rien à prouver, ni dans la bagarre, ni dans quoi que ce soit. Je m'en fous complètement. Dans la vie, on me respecte. PJ dans la vie, on le respecte. Il y a aucun problème avec ça, tu vois. Et ça a pu paraître comme ça dans la vidéo. Peut-être avec le montage, peut-être. En vrai, on l'a pas vécu de la même manière, tu vois, mais on a plus pris ça comme une mauvaise blague. Pareil, hein, la première fois qu'on est arrivé, qu'on l'a vu, il a ouvert la porte, il a dit non, c'est pas là, il a refermé la porte. Il s'est passé 30 secondes avant qu'il réouvre. Tu sais, il ouvre, il dit ta blague elle est longue, mon frérot, tu vois. mais pour de vrai. Enfin, il est spécial. C'est quelqu'un de très spécial et c'est quelqu'un de très sympa aussi. Vraiment. Quand je te dis, il est sympa, il a des bonnes valeurs et tout. Je sais pas, il a eu un moment d'égarement peut-être qui était pas grave du tout. Mais ça reste un bon gars. Ça reste un bon gars qu'on apprécie, avec qui on a tourné par la suite avec lui. D'ailleurs, il voulait organiser. Bon, c'est pas. Je crois que voilà. Il n'est plus là-dedans maintenant, c'est lui qui rentre dans des organisations, c'est dommage, parce qu'il aurait pu faire des trucs de fou, mais il voulait organiser des combats de youtubeurs, des trucs comme ça. Nous, on est chaud, il y a pas de problème, on lui a dit, tu vois. Enfin, je veux dire, on a rien à prouver, mais en même temps, on aime bien les challenges. On relèvera n'importe quel challenge, il y a aucun souci, tu vois. Ouais, mais quand j'ai vu quand j'avais vu cette vidéo, c'est vrai que j'avais ressenti un petit truc du style ah putain, le coin il abuse, il chambre, il fait un peu tu sais, il provoque, et je pense que c'était pour justement provoquer une espèce de, pas une haine, mais tu sais, une envie de créer ensuite un combat, tu vois, de créer un peu d'adversité. Non, je pense qu'il est vraiment non, je pense pas que c'était ça. Je pense vraiment que c'était dans l'entertainment. Il veut animer la vidéo, il veut être marrant, il veut ci, il veut ça. Et en fait, quand tu cherches trop, parfois, bah, t'es des mauvaises blagues, hein. Comme tu glisses. T'es à côté. Je pense qu'il a été à côté. Et je pense en plus de ça, c'est pas le genre de truc, ça va pas nous monter les nerfs ou monter une animosité ou quoi. Et je pense qu'il avait vraiment envie aussi de montrer sa supériorité dans son sport ce jour-là. Et que nous, on était plus là pour créer du contenu, passer un bon moment.
Et encore une fois, tu vois, par contre, on fait le truc, on le fait à fond. Même son truc de 2 contre 1, il nous dit, ouais, on fait ça, comme ça, vous arrivez, si, ça. Je dis, ok, si tu veux, tu vois, si vraiment ça te fait plaisir. Mais nous, à la base, c'est sport de combat, c'est pas... Oui, c'est pas votre spécialité. Voilà. Il l'a refait plusieurs fois après. Non, c'est pas notre spécialité, mais en même temps, c'est ton truc, voilà, si tu veux, ça te fait kiffer, c'est pour ta vidéo, il y a pas de problème. Mais encore une fois, vraiment, c'est super bien passé, c'est un bon gars. Je suis pas là pour le cracher dessus, tu vois. Ouais. Et dernier truc que je me pose, c'est il avait connu la femme de PJ auparavant, et c'est pour ça qu'il fait cette vanne et que du coup c'est en fait c'est ça. Détente. Mais la vanne elle est passée à côté parce qu'en fait la femme de PJ elle a fait, l'ex-femme de PJ elle avait fait un truc de mannequin à la télé, top modèle ou je sais pas quoi, une émission de télé-réalité entre guillemets où ils allaient élire des mannequins, des top modèles et tout, et lui c'était le coach sportif de l'émission. C'est pour ça qu'il dit je connais ta femme depuis avant toi. Tu comprends le truc? C'est pour ça que les gens n'ont rien compris. Installe un doute. Ça installe un doute. Et il y a ce doute de toute façon dans la vidéo, genre mais de quoi il parle? Ouais. C'est ça. Et en fait c'est ça, c'est que lui c'est pas son coup d'essai Karaté Bushido, parce que Greg MMA la chaîne c'est Karaté Bushido. Lui c'est le présentateur, le collaborateur, l'associé, je sais pas exactement maintenant comment ils se sont répartis le truc, mais en gros c'est pas son coup d'essai, il a toujours été un peu là-dedans quoi, il a toujours aimé un peu je pense la caméra, tout ça. Et donc c'était le coach sportif dans cette émission où a participé l'ex-femme de PJ. D'accord, ok. Bon ben voilà, ça explique, on comprend un peu mieux le contexte et pourquoi. Bon, et ensuite les gens évidemment ils s'emparent du sujet pour le faire monter. Et en ce qui concerne les sujets les sports de combat, alors vous aviez fait un défi en Thaïlande qui avait beaucoup marqué PJ si je me souviens bien. Toi, ça fait partie des trucs qui a été le plus tendu à faire. Combat de Muay Thai directement en Thaïlande, un mois pour se préparer ou quelque chose comme ça. Une semaine, mais oui. Une semaine, ah oui. Clairement. Putain, une semaine. Alors là, c'est express. Clairement, c'était un des efforts physiques, je pense, l'effort physique le plus intense de ma vie. Parce que je suis arrivé en Thaïlande super malade. J'ai dû perdre beaucoup de poids pour être au poids, justement. J'étais en 80 kilos, j'en faisais 85. Donc j'ai dû perdre 5 kilos dans la semaine. Sans faire de sudation, de trucs comme ça, tu vois. Vraiment en poids, quoi. Oui, de perdre ton kilos. Pas grand chose. On s'entraînait 3 à 4 fois par jour. Et surtout, on a annoncé, c'est un vlog, chaque jour tu voyais la journée qui venait de se passer, en temps réel limite. Et je vais pas faire comme Alain Soral dans ton podcast, mais dans la vie, à chaque fois, je veux dire, dans la vie, je me suis jamais fait mettre à l'amende en bagarre, en 1 contre 1, tu vois. Et peut-être que la première fois que ça allait arriver dans ma vie, ça allait être devant tout le monde, devant tout YouTube. Potentiellement, j'allais me prendre un KO par un Thaïlandais, me retrouver par terre, là-bas au sol. Toute ma famille, tous mes amis, ma femme, tout ça. Ouais, pression incroyable. Je suis pas un combattant, j'ai jamais vécu de ça. Je veux dire, c'était pas un combat dans un bar. C'était en main event dans un stadium. C'était pas non plus au Lumpini, tu vois. Mais c'était en main event dans un stadium. On voyait les bus et les affiches tous les jours passer avec les mecs au mégaphone qui annonçaient ça. C'était à Koh Samui, il y avait plein de Français, les mecs ils nous envoyaient des messages, ouais les gars, allez, vous allez tout défoncer. En plus tout le monde nous mettait ça, vous allez les arracher, vous allez les défoncer et tout. Parce que nous on n'a pas un public non plus qui connaît les sports de combat. Ils nous voient balèzes, athlétiques, à l'entraînement, ça tape dans les paos, mais techniquement, il y a des règles, il y a une technique à avoir, faut savoir se protéger, faut avoir le coup d'œil. On va en Thaïlande, c'est sans protection, coude, genou, ça ouvre très vite. 10 jours avant, il y a un mec qui rentre de Thaïlande, parce que c'est Fouad Esbiri qui nous a entraînés. 10 jours avant, un mec de son club
parce que nous, on s'est entraîné intensément pendant une semaine. Mais oui, on avait fait un peu de boxe avant. On faisait une séance par semaine depuis peut-être 2 mois, tu vois. Un mec qui rentre de Thaïlande, le front ouvert. Il s'était fait recoudre, tu sais, juste à côté du ring. Il était tout balafré. J'ai dit, je peux me faire dévisager. Tout le monde va me voir me prendre un KO ou perdre. J'ai vraiment pas envie de perdre. Techniquement, machin et tout. Je suis monté sur le ring. J'avais une fréquence cardiaque qui était déjà FC max. J'étais à fond. Tu vois? Et la lumière, les musiques, le truc, et du coup, c'était l'effort le plus intense de ma vie parce que je suis arrivé avec déjà un cardio mort. J'étais cuit. J'étais, voilà, tu vois. Et j'avais envie de tout donner. Et d'ailleurs, je suis crispé de ouf. Tout ce qu'on m'a dit de pas faire, je l'ai fait. Je suis crispé, j'essaie de taper fort. C'était la bagarre. Il y a zéro technique. J'ai rien ressorti de toutes les techniques que j'avais appris. C'était de la bagarre. J'avais juste envie d'enlever les gants. Quand le mec il tombait au sol, j'avais envie de lui sauter dessus. Tu vois, c'était des réflexes de bagarre, quoi. Donc, mais pour autant, c'était une expérience incroyable et je le referai à 1000%, tu vois. J'ai kiffé. Je suis très fier de moi. Encore une fois, il y a des gens qui ont parlé derrière. C'est les mêmes qui disent qu'on est dopé, qui disent que c'était truqué, que c'était ci, c'était ça. Alors, c'était pas des grands champions. On n'allait pas se battre contre Tiongpo. Voilà. Mais c'était des mecs qui vivent de ça. C'est des mecs déjà qui ont grandi avec le Muay Thai. C'est des mecs de notre poids. C'est des Thaïlandais et c'est des mecs dont c'est le métier. Les mecs qui font des combats, les Thaïlandais qui font des combats, c'est leur métier. Ils vivent de ça. Ils sont payés au combat. T'es pas payé plus que tu gagnes ou que tu perdes. Donc, comme tout le monde, ils ont une fierté. Comme tout le monde, ils veulent gagner. Mais c'est aussi leur taf. Et donc, à ce niveau-là, tu gagnes pas plus quand tu perds ou quand tu gagnes. Le mec, il veut recombattre dans 2 ou 3 semaines. Si c'est un petit peu dur et ça tape un peu fort, c'est sûr que il risque d'abandonner avant toi. Mais c'était des vrais combats, c'était des vrais mecs, c'était tout ce que tu veux, tu vois. Si tu regardes le combat, je suis passé 2-3 fois à 1 millimètre du coude, tu vois. Il y a une part de chance, une part de rage, une part d'envie. J'ai tout donné, j'ai terminé, mais rincé. Et je pense que j'ai fait des efforts physiques bien plus intenses que ça, mais avec le stress en plus. Je dis la vérité, je suis pas un mytho, je vais pas te dire je suis allé, moi je combats quand les mecs si c'était si facile de monter sur un ring, d'aller combattre devant des gens et tout, tous ceux qui font des sports de combat, ils seraient montés sur un ring. Et il y en a même pas 60-70% des mecs qui font des sports de combat, ils sont jamais fait de combat officiel, ils sont jamais montés sur des rings. Et même des fois des mecs qui font de la boxe thaï depuis 10 piges, ils ont jamais fait un combat de leur vie officiel, tu vois, ils font des sparring, ils font des trainings, ils font des machins. Nous, on est arrivé, on n'est pas des boxeurs, pas de technique, tout ce que tu veux. On n'a pas combattu des champions, mais on est monté sur le ring et on a tout donné. Et pour ça, tu vois, je suis très content de l'expérience, je suis très fier et moi, en tout cas, personnellement, c'est une fierté. Ah non, mais faut le faire, hein, faut le faire. Je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'effectivement faut le faire. Mais tu vois, une question qu'on peut se poser par exemple, c'est pas nécessairement si c'est des faux combattants ou alors qu'on les a payés pour qu'ils soient, c'est plutôt de se dire est-ce que l'organisation, sachant qu'il y a 2 youtubeurs qui sont connus en France, tiens, allez-y mollo, ou alors on va faire en sorte de pas trop les abîmer. Il y a pas ça, ou alors vous aviez eu peur qu'il y ait eu ça et vous avez dit non, mais surtout, ou alors cachons la caméra, faisons en sorte que ça ne change rien. Tu vois, il y a toujours ce doute-là qui peut persister, de se dire comme c'est mis en scène, comme c'est là-bas et que je sais pas, moi ils veulent peut-être pas, parce que si jamais ils vous cassent, j'en sais rien moi, ils te brisent l'arcade, ils te cassent la mâchoire. Il y a peut-être un truc de se dire on va avoir mauvaise réputation, j'en sais rien. Peut-être que les touristes ils voudront moins venir. Peut-être que les occidentaux ils vont moins venir pour combattre, alors que c'est ce qui fait aussi fait vivre certains stadiums. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Écoute, nous on est allé avec Fouad Esbiri, qui est un mec qui a un vrai club de boxe thaï et qui envoie beaucoup de gars là-bas. On s'est pas présenté en tant que youtubeur et on était dans un camp d'entraînement
qui était pas celui proche du stadium, c'était pas celui des derniers jours, en fait, du dernier jour. Je t'avoue que j'ai jamais réfléchi vraiment à ça. J'ai pas vraiment eu l'impression, ni que quelqu'un nous connaissait ou non, mais sûrement personne que non, nous a jamais rien dit, tu vois. Et non, franchement, j'y crois pas. En fait, si tu regardes bien les combats, à moins que le gars, ça soit un génie, je pense qu'il essaye vraiment de me coucher. Je prends high kick dans la tête, j'ai un KO debout, j'ai une demi-seconde de noir. PJ pareil. Ou alors à moins que les gars soient vraiment très chauds, sachent doser un peu. Et alors vraiment, on est des marionnettes, tu vois. J'y crois pas. J'y crois pas. Après, je veux dire, tu peux jamais savoir à 1000%, tu vois. Mais vraiment. Ouais, non, mais bien sûr. Je pose la question comme ça passe en tête. Mais je pense aussi, il y a l'argument que j'ai avancé, puis il y a l'argument opposé qui serait, ils sont tellement fiers que ils veulent aussi être capables de montrer tout le public francophone que quand tu viens en Thaïlande, ça déconne pas et que faut être prêt, tu vois. Donc il y a aussi cette façon de voir les choses. Donc tu vois, ça dépend toujours où c'est que tu as envie de te placer personnellement, quoi. Mais vous avez jamais, en dehors de ça c'était un petit passage, une petite période dans la boxe thaï. Là, ces dernières années, tu vois, tu faisais référence à Im Tarzan qui a carrément changé son contenu. Et maintenant, il veut devenir un champion de MMA. Donc, c'était un comment il appelle ça, les Bulky Daddy qui veulent devenir des Nati Daddy. Enfin, je sais pas comment il appelle. En gros, son évolution physique. Bon, ça, il a laissé tomber. Maintenant, il veut devenir un champion de MMA. On voit bien quand même qu'il y a un contenu qui se dirige vers ça. Et puis quand on voit en plus ce qu'a fait Benoît Saint-Denis il y a plus longtemps, ouais, tous les Français, il y a de plus en plus de Français qui cartonnent. On parle pas de Cédric Doumbé qui est en train d'amener aussi le MMA à un autre niveau de public. Vous, ça vous botte pas pas nécessairement de changer, mais de l'intégrer un petit peu plus, de dire tiens, là il y a un truc à jouer peut-être dans les 5 prochaines années. Non, franchement, comme je te dis, nous on fait ce qu'on kiffe. Les sports de combat on kiffe, mais de là à changer le contenu, tout ça. Nous on a une vraie expertise dans le fitness. On est des diplômés. Avant d'être des youtubeurs, on est des coachs sportifs. Moi, pratiquer avec grand plaisir. De là à tourner mon contenu là-dessus, non, tu vois. Je suis quand même coach sportif avant d'être créateur de contenu et entrepreneur avant d'être créateur de contenu. Donc, notre but, c'est pas obligatoirement d'être dans la tendance ou ce qui se fait en ce moment ou de se dire, la tendance là, c'est les sports de combat, etc. Comme je t'ai dit, demain, par contre, il y a un combat de youtubeur, machin, on me donne une échéance, 3 mois contre un tel et tout, pas de souci, pas de problème, je vais m'entraîner et puis je fournirai le contenu qui va avec, bien sûr, parce que, comme je te dis, on rentabilise ce qu'on fait. Mais de là à orienter notre truc, non. Il y a plein de sports que j'aime, tu vois. La muscu, pour moi, c'est la base. C'est un peu le sport de tous les sports. Après, j'aime faire plein d'autres trucs. Nous, on fait du parachute, on fait de la moto. Enfin, moi, je fais de la motocross, l'enduro. PJ fait de la moto sur piste. Franchement, on aime énormément de trucs. Beaucoup de sports de glisse. Je préfère tester plein de trucs. Je préfère faire du contenu. Si demain, je dois être créateur de contenu pur et dur, je préfère m'orienter sur un contenu comme Tristan de Feuillet-Vang. Ouais, j'y pensais. Ah ouais, bien sûr. Qui va aller tester plein de sports et plein de trucs. Excuse-moi, ma fille. J'arrive, ma poupée. Dis-lui que c'est bientôt. C'est vrai je libère bientôt le papa. C'est bientôt fini. Ouais. À tout de suite. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais. Donc, je préférerais faire un contenu comme Tristan de Feuillet-Vang, tu vois, qui va aller tester plein de trucs et justement se mettre des deadlines. Ça, je trouve ça kiffant, tu vois. Je trouve ça kiffant, se mettre une semaine pour apprendre ci, un mois pour faire ci, tester plein de trucs de ouf, c'est plus mon kiff. Les sports de combat, en vrai, je suis même pas un consommateur régulier. Je regarde un peu ce qui se fait, je regarde un peu des highlights, je regarde un peu des gros combats. Je vais pas me réveiller la nuit pour regarder l'UFC ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis pas fan de ça. D'accord. Voilà. Pour moi, voilà, je comprends tout à fait ceux qui aiment, ceux qui kiffent de ouf. Je comprends que ça explose et tout. C'est très bien. Gladiateur des temps modernes.
Mais de base, moi je me suis habitué à regarder. Hein, mais de base, tu vois, moi voir un gars sur un autre gars en train de l'allumer, c'est pas kiffant pour moi, tu vois. J'aime bien les beaux trucs et tout. Après voir spécialement que ça castagne, c'est pas mon plus grand kiff, tu vois. C'est voilà. Moi, pour moi, la bagarre, c'est un truc quand il y a une nécessité, il faut se battre, tu te bats, il y a pas de problème, je reculerai pas. Comme c'est pas quelque chose qui te divertit, quoi. Mais non. Sacré Soral. Ok, non mais très clair. Bon, très bien. Est-ce que toi, t'apprends des choses encore sur la muscu, sur le corps, sur la santé? Est-ce que t'as fait des découvertes récemment? Bien ou sûr. Alors, ouais, quoi par exemple? Là, en ce moment, je suis en train de voir un peu les études qui ont été faites sur le pont Catali. Donc, qui est une plante qui aurait des vertus très bénéfiques pour augmenter la testo. Ça a l'air d'être sérieux. Je suis en train de lire encore en ce moment, donc je suis pas faire de... Et c'est parce que quelqu'un veut m'en envoyer que justement je me renseigne dessus. Après tout ce qui est de l'entraînement, franchement... Tu veux pas t'empoisonner. Ouais, c'est ça. Mais pour tout ce qui est de l'entraînement, non. Bien sûr, je teste toujours de nouvelles méthodes, mais en vrai, tu sais, c'est aussi beaucoup de phénomènes de mode. Donc, je suis un peu sorti de ça. Je sais exactement ce qui marche en muscu pour tout le monde. Et après, bien sûr, ce qui marche en fonction des gens, en fonction des morpho-anatomies de chacun, des segments, etc. Donc oui, ça, c'est des choses qui sont ancrées, qui sont dans mon lifestyle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup aussi la psychologie, comment aider les gens à atteindre leur objectif, parce que pour moi, il y a une grande part de motivation, d'inspiration qu'il faut donner. J'en connais très bien des bons coachs au niveau technique qui vont te faire un bon programme, mais le programme, il va être chiant, il va être pas kiffant à suivre, il va être... C'est très gentil, ma poupée. Croquer un peu avec... J'ai mangé un peu et après j'ai partagé avec toi. D'accord, je vais la goûter. Elle est délicieuse. Voilà, j'arrive, je reviens, d'accord? D'accord. Tu veux que je goûte maintenant? L'offrande. L'offrande, ça va au aux légumes. Gaufre aux légumes. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais. Mais oui, on apprend tout le temps. Ouais, non, il y a des nouvelles études tout le temps. Après la physiologie de l'entraînement. Donc la biomécanique, toi-même tu sais, c'est la biomécanique. Hein. C'est assez précis. Mais la physiologie, c'est en constante évolution de par les découvertes. Et surtout, on est tellement différents les uns des autres que il y a toujours des choses à apprendre sur certains types de populations, etc. Donc j'aime bien lire sur plein de sujets et ça en fait partie. Donc okay. Je peux lire. C'est pas mon contenu, il est pas très axé là-dessus, mais moi personnellement, à titre personnel, j'aime bien lire tu fais. Ce qui se fait. Continue. Voilà. Je suis souvent sur PubMed. Voilà. Ouais. Ok, tu vois, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'on n'a pas. Tu vois, je vais pas vous comparer, mais par ce que fait un Antoine Fonbonne avec son acolyte Nevin Barnett, tu vois, qui sont très sur la science de l'entraînement, où quand même ils ont une image qui est de souvent lire des études, les interpréter, aller rechercher, aller Gundil aussi fait ça beaucoup. Vous, c'est peut-être moins l'image que vous avez. C'est pour ça que j'aime bien demander quand même. Et tu me confirmes quand même que vous restez toujours enfin toi en tout cas reste toujours la tête dans ce qui se fait. Et en fait, c'est votre cœur de métier, quoi. C'est votre cœur de métier. Vous êtes des coachs, et c'est la raison. Et c'est pour ça que vous basculez pas dans un contenu. Mais c'est intéressant parce qu'on voit la limite, en fait. C'est-à-dire que les tendances, les formats, savoir s'adapter, mais jamais dépasser une certaine ligne qui est la vôtre. Donc, elle reste avec toi dedans. Ah, ok. Écoute, ouais. Et surtout, alors pour terminer là-dessus, c'est que surtout nous, en fait, on sait qu'on s'adresse à des gens et on veut s'adresser à des gens qui veulent savoir assez simplement et de manière assez concise les choses. Il y a du contenu pour tout le monde. Mais en gros, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de vulgariser, d'amener une idée
parfois simplifier pour faire comprendre la bonne marche à suivre à la personne que de la perdre dans des explications scientifiques. Je dis pas qu'il faut pas ce genre de contenu, mais voilà, c'est ma vision du truc. Je trouve ça beaucoup mieux et beaucoup plus kiffant à faire, plus léger et voilà. Si par la suite j'ai envie, je pourrais faire des trucs beaucoup plus poussés. Mais c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a de base, où on est plus dans la motivation, dans l'inspiration, et ça me va très bien comme ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ok. Bon, je vais te poser là une petite dernière question quand même, parce que j'avais dit que je l'ai posé à PJ et puis je lui ai dit bon, je poserai la même à Alex et on verra ce qu'il répond. Lequel d'entre vous est le plus fou? C'est lui. T'es sûr? Je pense que c'est lui. À quel point de vue? De quel point de vue? J'avais pas précisé le à quel niveau? Point de vue. Ah, ça dépend pourquoi. Hein. Ouais. Bah dans quel domaine toi t'es? Mais je pense Putain, mais on est fous tous les deux en vrai. En tout cas, il n'y a pas un défi qui lancerait où je me refroidirais, et je pense l'inverse non plus, tu vois. Donc c'est compliqué à dire. Je dirais lui, c'est plus peut-être maintenant c'est plus fêtard dans ce sens-là où il est plus fou, tu vois. Mais sinon pour le reste, je sais pas. Peut-être lui, pour il a beaucoup... je sais pas. Il a beaucoup hésité aussi quand je lui ai posé la question. Il était là, ah, ça dépend. Et il a fini par conclure comme toi que peut-être lui des fois avait eu des défis ou avait eu des tendances un petit peu plus élevées. Et en fait, vous vous rejoignez. Donc finalement, c'est cohérent. Tout est plutôt cohérent. Bon, bah écoute, c'est très bien. On va conclure sur les 3 questions de fin rapides qui vont pas demander tant que ça à développer. Peut-être sauf la première, mais ça c'est toi qui vas voir. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, ce qui correspond un petit peu au fondement de Bodytime, les premières années, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre, toi, Alex, personnellement? Est-ce que peut-être tu peux enlever ça? Ça, tu peux enlever. Excuse-moi. Non, ça s'enlève pas. Si tu l'enlèves, il va se casser. D'accord. Écoute, le meilleur conseil que j'aurais pu donner à Alex il y a 10 ans, bah écoute, je saurais même pas quoi lui dire, parce que Alex depuis 10 ans il kiffe, hein, mais sinon ça aurait été d'aider ma famille à prendre plus soin de sa santé, notamment mon père, que j'ai perdu l'année dernière, mais à part ça, j'ai pas vraiment de regrets. C'est mon seul regret, tu vois. Ok, ça fonctionne. T'as un mentor ou t'as eu un mentor, quelqu'un qui t'a ou un modèle que t'as envie de citer? Écoute, à chaque fois qu'on me pose cette question, je sais pas quoi répondre. J'ai pas de mentor. Mes exemples, c'était mon père et ma mère. Mes plus grands exemples, en tout cas. Il y a des gens qui m'inspirent, mais ceux qui m'inspirent le plus, c'est ceux dont je connais la vraie vie, tu vois. Et donc, ça reste mon père et ma mère. Mon père par son charisme, que je trouve qui est une des meilleures qualités de l'homme. Et ma mère par son charisme aussi, et ce qu'elle a réussi à nous transmettre, avec mon père d'ailleurs. Mais tu vois, s'il vous plaît, les enfants. Et sinon, j'ai pas de personnalité, tu vois, qui est mon mentor ou que vraiment pas. J'essaie vraiment de m'inspirer de tout le monde, du meilleur, du meilleur de chacun. Et en vrai, en fait, il y a des gars qui réussissent très très bien niveau business, tout ça. Parfois,
Enfin, c'est pas du tout ce que leur lifestyle me fait pas du tout rêver. Moi, je suis un mec très famille, très valeurs, en tout cas mes valeurs à moi. Après, c'est peut-être pas les mêmes pour tout le monde. Et surtout liberté et réussir à avoir du temps pour ses proches. Ok, valeur numéro 1. Bon, et pour finir, est-ce que tu as un bouquin à me recommander, un truc qui t'a marqué? Alors, soit quelque chose qui t'a marqué récemment, soit vraiment un livre qui t'a marqué dans ta vie. Écoute, non, pas vraiment. Hein. C'est toujours pareil. Il y a des livres qui m'inspirent. Mais non, attends, donne-moi ça, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, parce qu'il est en train d'abîmer le matériel. Tu as abîmé le matériel, mon grand, là. Écoutez. 2 minutes. Papa, il répond à la dernière question, ok? Tu peux aller poser ça, s'il te plaît, Vicky? Vicky, le micro, il est dans l'eau, là. Micro, ça? C'est un micro, oui. Et c'était la vraie. Ça aussi, vraiment va mettre ça dedans, s'il te plaît, Athènes. Ouais, c'est pour ça. Écoute, j'en ai pas. T'as vu, je suis pas un mec qui a des révélations par des gars ou par des œuvres. C'est vraiment, voilà, tous les jours un petit peu un tel qui va m'inspirer. Ok, bah écoute, je prends. On n'aura pas de recommandations de lecture les 3 dernières aujourd'hui. questions, je t'ai pas régalé. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Tu m'as régalé pendant quasiment 2 heures jusque-là. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, d'avoir discuté des sujets, un peu de ce que tu penses, de tout ça, du fitness, de la génétique, de l'avancement, de tes valeurs. J'ai adoré. Donc merci beaucoup, Alex. Je suis très fier de pouvoir dire que j'ai reçu les 2 de Body Time sur le podcast aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Je vous dis à tous à lundi prochain pour un épisode tout aussi sympathique, fort sympathique. Alors, j'ai pas encore complètement choisi la chronologie de ce qui va sortir, mais probablement j'ai une petite idée que la semaine prochaine ça sera sympa. Voilà, donc abonnez-vous au podcast sur Apple, Alors pourquoi je dis toujours sur les applications de podcast? Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de l'écouter pendant les transports, pendant que vous faites votre cardio, pendant que vous faites une séance de sport, pendant que vous faites la cuisine ou quoi que ce soit, au lieu vous n'avez pas besoin d'un écran, vous n'avez pas besoin forcément de voir les têtes, et puis basculez sur Spotify à ce moment-là, et puis lorsque vous voulez revoir les têtes discuter, revenez sur YouTube peut-être. Là, je m'adresse à ceux qui ont l'habitude de regarder les podcasts sur YouTube. Voilà, continuez leur écoute comme ça lorsque vous bougez sur des applications de podcasts qui sont faites pour ça, et moi, ça me permet d'avoir un levier de puissance plus important pour faire grossir ce podcast. Merci, à lundi prochain, 8h pour un prochain épisode. Partagez, envoyez les épisodes à des membres de votre famille ou à vos amis si vous avez découvert des invités qui vous ont particulièrement plu. Et comme ça grossit. Portez-vous bien, faites pas trop les cons. Et à la semaine prochaine. Ciao.